footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bienvenue dans cette nouvelle interview hors norme. Je suis avec Tarek. Salut Tarek. Salut Jess. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui ici. On va en parler dans tes locaux à Bordeaux. Alors juste avant évidemment de commencer l'interview hors norme, que fais-tu aujourd'hui ? Parce que tu as plusieurs activités. Ouais, effectivement. Je suis papa déjà de mon fils. C'est déjà pas mal. Et je suis aussi papa du coup de 4 autres entreprises. Wow. Donc spécialisé dans le loisir. Avec mon associé depuis 9 ans maintenant. On s'est spécialisé dans le divertissement. Okay. Voilà. Et donc on a aujourd'hui 2 centres d'escape game qu'on a ouverts sur Bordeaux il y a 9 ans. Okay. On est allé chercher après un autre concept proche, la réalité virtuelle. Donc on a ouvert un autre centre. Franchisé. Ouais. Sur Escape Hunt, on est franchisé. Sur Virtual Room, donc qui est le deuxième bébé qu'on a lancé en 2018, okay. On est aussi franchisé. Et donc là, on a créé un grand centre de réalité virtuelle à Bordeaux, Bordeaux Nord. Mmh. Ensuite, on a ouvert une application de jeu de piste qu'on a développée à Bordeaux qui s'appelle Urban Quest en 2018 également. Okay. Et le tout petit dernier qui a moins d'1 an, qui marche à peine, mais qui marche très bien déjà, c'est Rush, c'est un action game. Okay. Je t'en parlerai un peu après. Donc là, c'est toi qui as créé le concept. Voilà, c'est ça. Avec 3 autres associés, on a créé le concept et pour une fois, comme avec Urban Quest, on passe de l'autre côté. Du coup, on propose la franchise du concept partout en France. Génial. Voilà. Alors, je te connais un peu évidemment. T'étais pas du tout descente dans cet univers au départ. Hein, on va en parler justement. D'où viens-tu à la base, Tarek ? Alors, je suis issu d'une famille mixte, on va dire, parce que mon père est d'origine marocaine. Ouais. Donc, il a habité au Maroc jusqu'à ses 18 ans. Il est venu en France à 18 ans pour continuer ses études. Okay. Et il a rencontré ma mère à Toulouse. Et ma mère est d'origine bretonne. Donc, tu vois, ça fait un beau mix. Mi-pirate, mi-corsaire marocain, c'est sympa. Et donc, de cette union est né donc mon frère et moi. On a habité très longtemps en Dordogne. Toi, t'es l'aîné ? Je suis l'aîné de la famille. Et on a après donc fait une grande partie de notre enfance à Sarlat, petite ville de Dordogne magnifique, puis Périgueux. Avant de moi m'expatrier pour mes études à Nancy. Donc en gros, en parcours, j'ai fait un bac ES classique. Ouais. Mes parents m'ont bien poussé pour les études, donc j'ai eu la chance de faire une classe prépa. Okay. À Périgueux. Parce que ton père en France, il faisait quoi du coup quand il est Alors mon père, il est arrivé pour faire des études de sciences politiques. D'accord. Et la France à cette époque-là, c'était pas si simple que ça pour trouver des jobs dans sa voie, donc il a fait plein de petits jobs. Il a été surveillant, pion, avant de finir par être documentaliste. Puis passer le CAPES, etc. Après, il a bien progressé, mais au début, c'était pas si évident. Ouais. Et ma mère, elle est issue du monde social, donc elle a commencé par être assistante sociale. D'accord. Voilà. En tout cas, tes parents t'ont toujours poussé à faire des études. T'étais plutôt bon élève, du coup, ou alors, pas ? Pour pousser à faire des études, oui, dans le sens où, en fait, mon père, sa mère était analphabète, issu d'une famille, donc mon père, il a 13 frères et sœurs. Et dans sa famille, c'est l'un des seuls qui a fait les études et c'est un des seuls qui a bougé du Maroc. Et donc du coup, lui, il est arrivé avec ce bagage-là, avec l'idée que si on arrive en France, c'est pour essayer de réussir et réussir par l'école. Et donc c'est vrai que mon père a été très vigilant sur le niveau scolaire, l'atteinte d'un certain nombre de diplômes, parce qu'il savait que pour lui, ça allait être une garantie, une réussite. D'accord. Donc c'est vrai qu'il m'a bien poussé là-dedans. Et après, parce que j'étais pas spécialement bon élève, je pense que c'est lui qui m'a fait comprendre que si j'avais envie de faire un certain nombre de choses, ça passerait forcément par ça. Par une prise de connaissance. Ouais. Okay. Ouais. Mais alors du coup, t'as fait bac, prépa, t'as fait un cursus. Ouais, bac, prépa à Périgueux aussi. Donc prépa pour préparer les concours d'école de grande école de commerce, pardon. J'ai eu pas mal de bonnes écoles, on va dire du top 10-15 en France. Ouais, okay. Donc j'ai passé les entretiens après pour choisir mon école et j'ai atterri à Nancy. Du coup à l'ICN Business School. Ouais. OK. Et c'est à l'ICN
que tu vas, avant même de finir tes études, Ouais. lancer ton premier business. Effectivement, sans être déjà diplômé. Donc on est en 2000, je rentre en 2007, je suis né en 2011 et dès 2010, avec 3 autres copains, on monte déjà une boîte qui s'appelle YouPeak. Je dis qu'il s'appelle parce qu'elle existe encore, même si je suis plus dedans. Alors là, on n'est pas du tout dans l'univers du loisir. Hein. Non, là, on est dans la tech. On est dans la tech. Okay. La tech, alors combo un peu bizarre, tech plus RH. Donc à cette époque-là, en 2011, tu as, c'est l'essence, l'avènement des Viadeo. On commence à parler un peu de LinkedIn. Il y a des plateformes françaises comme Do You Buzz où tu pouvais faire ton CV en ligne. Donc c'était une révolution. Donc on commence un peu à digitaliser la recherche d'emploi. Et en tant que rechercheur de stage, on commence à regarder un peu les plateformes qui existent et on trouve pas chaussure à notre pied. Donc on se dit, tiens, est-ce que ça serait pas cool d'essayer de fonder une plateforme qui serait plutôt orientée étudiants et jeunes diplômés, qui mettrait en relation cette population avec les écoles et les boîtes. Donc c'est ça le constat de départ. Okay. Voilà. Donc bon, c'est un constat. Hein. Après, il y a la réalisation qui a été tout un parcours du combattant. Ouais, parce que vous êtes 3, pas forcément d'argent en études. Hein, Ah ouais, alors le scénario de début, il est nul. C'est-à-dire qu'il y a pas d'argent. Voilà, il y a très peu de connaissances du milieu RH. Il faut savoir qu'il y en a aucun de nous qui a même fait une dominante RH à l'école. Donc il y en a aucun qui connaît le métier RH. On n'a jamais fait d'entrepreneuriat. Dans nos familles respectives, personne n'a des parents, des connaissances entrepreneurs. Donc, on part vraiment de zéro. Le constat, en fait, il est simple. Il est en tant qu'étudiant, en fait. Voilà, c'est partie utilisateur. Voilà, on se dit, si on était notre client, nous, on aurait aimé avoir quoi comme plateforme. Donc, on réfléchit à ça. Okay. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent, voire zéro. Et donc, on fait un premier tour de levée de fonds via les réseaux entreprendre, tu sais. Ouais, tu as chaque région qui a cet organisme-là, donc on pitch le projet et on arrive en gros à avoir un premier prêt grâce à ce réseau-là. Un prêt ou C'est du prêt à taux zéro, c'est prêt d'honneur sur les têtes des dirigeants. Donc parce que bien évidemment quand tu vas voir Crédit Mutuel à cette époque-là, 3-4 mecs qui sortent d'école de commerce, alors même si on a des beaux costumes Célio, ça marche pas. T'as pas d'argent, ça marche pas. Donc on commence comme ça. Mais qu'est-ce que vous leur vendez? Enfin, c'est quoi Alors j'aimerais pas retrouver le PowerPoint qu'on a envoyé parce que c'était à mon avis sacrément dégueulasse, mais on leur vend un peu le constat de notre constat à nous. On fait exactement la même pitch que je te dis. C'est-à-dire en gros on a essayé, on cherche Viadeo et LinkedIn c'est plutôt pour les anciens qui ont déjà un peu d'expérience et pour des cadres. Nos écoles de commerce, certaines ont des systèmes, tu sais, alumni, où elles essayent de placer des stages, elles ont une espèce de CV Tech ou d'endroits où des entreprises peuvent mettre des stages, mais ça, c'est que quelques écoles, et c'est pas encore toutes les universités, toutes les écoles d'ingé, enfin, voilà. On présente un peu tout ça. Ah, mais c'est ça, et pour l'instant, il n'y a pas de résultat, quoi. C'est juste un concept, un constat que vous présentez. Et un PowerPoint avec 4 slides. On en est là. Et on a quand même, donc, du coup, ce réseau entreprendre qui commence une démarche d'aide, en fait, et d'accompagnement. Donc, on arrive à lever ces sous-là pour faire juste un MVP, donc une première coquille, en fait, du réseau. On va voir une agence, parce que, bien évidemment, il y en a aucun qui sait coder. Ça, c'était la deuxième boulette. Donc, tu fais une boîte tech, mais t'as aucun associé dev. Donc, ça, c'est génial. Donc, tu vas voir, plein d'agences, dont une à Paris, celle qui nous a fait le site. La première version, c'était à Paris. Et donc, on va la voir et elle nous dit, c'est un truc comme, je crois, 40 ou 50 000 euros. Donc, déjà, nous, c'est des sommes qu'on n'a jamais vues de notre vie. Et vous, via ce réseau entreprendre, vous avez, ils vous ont donné combien d'argent? Alors, je pourrais plus te dire les montants, mais je pense que ça a juste couvert ce premier tour cette première version là via l'agence. Une V1 de la plateforme. C'est ça, avec 3-4 fonctionnalités basiques qui permettent juste de déposer un CV, pour les boîtes de poser des annonces, voilà, un truc basique mais qui fonctionne. Et ça fonctionne. Et donc avec ça, on est content, mais on n'a plus un rond. Donc zéro marketing, zéro com, zéro utilisateur. Donc on a juste la plateforme, on a la coquille vide où on peut faire la promesse à des boîtes de venir, mais en fait on n'a pas d'étudiants. Et donc là, on finit 2011, donc notre 3e année d'école de commerce. Donc ça y est, c'est le grand bas, on est censé pouvoir avoir 100% de notre temps dédié à ça. Donc là, vous êtes diplômé là. On est diplômé. On prend une coloc, donc version Apple Garage, tu vois. On prend une coloc à Nancy, duplex, en bas les pièces de vie avec mes associés, et en haut, dans 1 ou 2 chambres, on les transforme en bureau. Et on commence là-dedans. Donc les débuts sont très compliqués parce que on a été biberonné aussi à l'école de commerce en pensant qu'on est des machines et qu'on est déjà des monstres. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas. Et notamment, on sait pas vraiment faire du commercial. C'est pas vraiment des écoles qui te forment vraiment à être pushy sur le commercial, à décrocher ton téléphone, à appeler. Donc au début, nous on se cache derrière
notre cursus en disant il suffit de faire des petites matrices SWOT, 2-3 trucs, t'envoies des mails bien chiadés, des belles présentations, mais en fait il y a personne qui t'attend. Oui, parce que vous ce que vous allez chercher, c'est en tout cas dans les entreprises une DRH, un DRH qui pourrait être intéressé par votre plateforme. Mais bien évidemment, le DRH de L'Oréal, tu lui envoies un mail, mais il te répond pas. Donc une fois que t'as fait tes fichiers, t'es content. Alors oui, alors t'as mis des process, t'as fait tes fichiers, t'as fait ton pricing. En fait, t'as repoussé le moment où il fallait aller voir ces mecs-là. Mais ça, c'est intéressant parce que l'école de commerce, effectivement, elle donne plein d'outils. Donc là, finalement, vous êtes dans votre zone de confort, vous utilisez un peu tous ces outils en se disant ça va fonctionner. Tout ça, tu l'appliques. Hein. Mais t'es bon, tu l'appliques. Alors ça donne des beaux résultats parce que ça fait un beau site, une belle plaquette, etc. Mais au moment d'aller voir ces boîtes-là, on se dit juste, mais ils vont venir à nous. On envoie un mail, on a une belle promesse, donc ça va marcher. Et il se passe, je pense, 3-6 mois, et puis il y a rien qui mord, quoi. Et à la base, on vendait pas de la marque employeur, on vendait même juste au début les annonces, parce qu'après on avait fait des belles pages entreprises pour que les boîtes puissent faire un peu de marque employeur sur la plateforme. Mais au début, c'est une annonce, c'est 89 balles, on n'en vend pas une pendant 6 mois. Et là, t'as dit à tes parents, t'as dit à tous tes potes, machin, et là tu dis, si 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 0 vente. Donc là, ça commence à être un peu chaud. Ouais, là, justement, toi, tes parents qui étaient globalement sécurisés sur le fait que tu fasses des études et un master. Déjà, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit je suis en train de devenir, en tout cas de tenter de devenir entrepreneur, monter une boîte? Est-ce que c'était pas sécurisant pour eux? C'était comme devenir chanteur? On n'est pas loin de cette analogie. Moi, je pense que mon père et ma mère, ils ont flippé. Alors moi, ma mère peut-être, mais mon père, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais. T'as le diplôme, tu sais, t'as tous les autres des promos qui vont commencer dans des grandes boîtes, qui vont faire leur petit truc militaire où tu vas tous les ans devenir senior, machin, tu vas monter en grade. Et là, toi, t'as ton fils qui te dit je vais lancer un truc. Donc déjà, ton père, il comprend pas, même le concept, il le comprend pas. Tu dis que tu vas faire un réseau social pour les étudiants et jeunes diplômés, c'est du chinois. Plus avec 3 potes à Nancy encore. On se payait peut-être 400 balles les premiers mois juste pour les repas, c'était pâte au beurre et pâte au sel, quoi. Et là il se dit attends, on a financé, on a aidé parce qu'on a fait moite-moite, mais on a aidé notre fils à faire une école parce que tu te rappelles les prix, c'est cher. Et en fait il y a pas le retour sur investissement tout de suite en plus. Mais est-ce que tu as senti le poids de son histoire à lui, le fait qu'il arrive lui en France à 18 ans, que il s'est donné aussi lui de son côté un mal de chien finalement à se reformer sur des trucs pour avoir une situation et te donner la chance d'avoir une situation. Est-ce que il t'a communiqué cette pression ou pas du tout? La pression non, mais du coup il y a un exemple quand même de réussite très présent. Et je pense que du coup moi à suivre entre guillemets. À suivre, et la peur de décevoir aussi, je pense. Là toi en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, vis-à-vis du père. Ouais, c'est ça. Donc je savais que je pouvais pas tenir. Toi, c'est pas un truc où on aurait continué des années si ça avait pas pris un minimum. Tu vois. Moi, je savais que ça aurait une durée de péremption. Et alors, c'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait? Et alors, du coup, on est confronté à un problème parce que quand on commence à avoir ces DRH là, il y en a quelques-uns qui, par je sais pas quel miracle, acceptent de nous rencontrer. Alors là aussi, pareil sur l'ego. Nous en fait on a voulu en faire des caisses sur les premiers rendez-vous, donc en fait je pense que je suis sorti des premiers rendez-vous et ça devait être odieux parce qu'en fait je pense que je les ai même pas écoutés les mecs. J'ai débité pendant 1 heure sûr de ton truc, donc en fait à pas comprendre qu'un bon commercial c'est avant tout un mec qui écoute. Donc nous on blablatait notre truc, on récitait notre poésie et puis on partait, personne nous a rappelé quoi. Et en plus il y avait aussi la grosse problématique, c'est que c'était ce genre de business, c'est la poule et l'œuf quoi. C'est-à-dire qu'en fait les gens sont ok pour y aller, mais il te faut des étudiants. Les étudiants ils sont ok pour aller sur une plateforme, mais s'il y a des offres. Mais au début, ils sont pas les prêts offres, à payer un espace sur ta plateforme, mais effectivement, ils veulent sentir que tu as une population. Exactement. Et au début, on n'a pas de traction. On doit avoir tous tes potes. Alors, tu as tout ton premier réseau, mais si on avait 5000 inscrits au début, c'était le bout du monde. Là, on est en quelle année? Et là, tu dois déjà être en 2012, 2013. Et il y a 2 accélérateurs qui vont nous permettre là de monter ce projet et de faire quand même une bonne réussite. C'est, on a monté un jeu concours. Alors aujourd'hui, tu ferais ça, tu te ferais shooter par Facebook. Je pense que t'es banni à vie. On avait créé en fait une plateforme qui s'appelait la meilleure école de France. On l'a fait pendant 3 ans. Et le principe, c'était simple. On a mis toutes les écoles en concurrence parce que les écoles veulent être les meilleures. Et globalement, on leur a dit quoi? On leur a dit, on a monté une plateforme. Chaque école aura sa propre page. Et dessus, vous devez aller ramasser le plus de votes sur votre page d'école. On a recruté un ambassadeur par école en France, et lui il devait prêcher la bonne parole dans ces écoles en disant voilà les gars, pendant 1 mois il va y avoir un jeu concours où il y aura 10 à 20 000 euros de dotation. Donc on est allé chercher des partenaires, alors en plus des trucs à l'époque c'était encore
border, mais ça passait, de l'alcool, des boissons, des trucs burn et tout, enfin bon bref. Ouais. Et du coup, ils étaient refaits, ils disaient, ok, on peut gagner jusqu'à X milliers d'euros de dotation, donc on va voir ces mecs-là, et voilà, pendant un mois, pour le gagner, il faut aller sur votre page école et mettre le maximum de likes. Mais nous, on a été malin, on a obligé 2 choses, s'inscrire à notre plateforme avant de pouvoir jouer, c'est obligatoire, et obligé de liker la page Facebook. 2 choses qui sont interdites aujourd'hui. Il y a un jeu concours, tu peux pas le lier à des actions comme ça. Et donc du coup, on a gagné, je crois, 30 000 fans sur la page Facebook en un mois, et on a eu 20 000 inscrits sur la plateforme. On n'avait jamais vu ça Ah ouais, exceptionnel. C'était exceptionnel. Et du coup, on a eu notre traction côté utilisateur pour aller enfin voir les boîtes et dire, regardez, parce que sur une promo, si tu prends toutes les écoles de commerce sur une année, avoir 20 000 mecs sur peut-être, j'en sais rien, je te dis des chiffres, mais sur peut-être les 30 000 qui sont inscrits, globalement d'une promo, là, on était sérieux auprès des boîtes. Oui, parce que pour participer à ce jeu concours, ils avaient l'obligation de s'inscrire sur ta plateforme, évidemment. Ouais. Et là, vous avez... Et de remplir jusqu'à genre 70% de son CV, enfin, tu vois. Et donc, du coup, on avait une base qualifiée. En plus, c'était pas juste, tu mets un mail et après, on attend, quoi. Et donc, du coup, c'est le hold-up du siècle. Et ça, c'est trop bien parce que budget marketing, 0. On a juste été aller voir des boîtes en disant, vous allez toucher par notre plateforme, on mettait des encarts pub, et vous allez toucher, en fait, pendant un mois, plein d'étudiants, mais vous nous filez X euros de dotation, quoi. Et ça, une fois que vous avez réussi un peu ce coup de génie quand même, cette super idée, quoi, quand vous êtes en rendez-vous business avec certains DRH, est-ce que finalement tout le blabla que vous aviez avant s'élimine d'office et finalement on dit voilà ce qu'il y a en face. Ouais. Et alors effectivement t'as beaucoup moins d'objections, et donc on commence enfin à signer les premiers contrats, et c'est mais peut-être au bout de 8-9 mois. Okay. Donc on arrive, le premier de la plateforme c'est Bouygues Télécom. Ok. Ah ouais, grosse boîte. Grosse boîte. Et en fait, on a fait après une autre stratégie qui s'est avérée payante, c'est qu'on a pris plein de secteurs et on a offert la présence gratuite pour 1 an sur chacun des secteurs. Comme ça, à chaque fois qu'on allait voir un secteur en particulier, genre le luxe, on avait dit à L'Oréal pendant 1 an, vous faites comme si vous êtes nos clients. On va vous bichonner, on vous fait tout gratuit. Mais comme ça, quand on allait voir les autres boîtes, on disait, regardez, on a L'Oréal. Ah ouais. Et en fait, ça nous a permis de faire le gros coup d'accélération, et c'est comme ça qu'on a pu s'implanter dans pas mal de gros marchés, quoi. Ah oui, il y a eu des lièvres comme ça en tant que client qui font que ça en a embarqué. Et t'en as qui vont juste venir parce que l'autre y est. Et c'était assez fou. Ah, c'est dingue. Ouais. Mais là, finalement, en quelques mois, avec toutes ces références, vous passez de quoi, 30 000 étudiants sur la plateforme à combien Alors, au pic, au bout de 4 ans, on est monté jusqu'à 150 000 étudiants sur la plateforme. Donc là, on commençait vraiment à être dans les gros du marché. Ah ouais. Et on a eu besoin quand même d'accélération parce que tout ça, au début, je te rappelle, ça se fait avec 4 mecs qui ont 0 notion en code. Donc on a appris à intégrer mon frère qui a fait une école dans le design, et un copain à lui qui sont devenus aussi nos associés. Donc on a internalisé aussi une partie de la partie tech parce que c'était obligatoire, parce qu'on commençait à avoir une plateforme, il fallait des patchs de partout. Tu demandais à l'agence, tu te faisais saigner sur chaque modif. Donc on a intégré ça. Et on est monté jusqu'à 15 personnes. Donc après, on a eu une équipe qui a commencé à grossir, et c'est là qu'on a fait une levée de fonds. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. La première levée de fonds, elle arrive à quel moment de l'aventure? Et la levée de fonds, elle intervient, donc on a fait 2010-2011, elle doit arriver en 2013, et elle se fait à Nancy, avec des gros business angels nancéens. D'accord. Dont un ex de Boursorama, un des cofondateurs de Boursorama, qui avait fait la même école, ICN, Business School. Et là, la scène, elle est magique parce que donc il faut s'imaginer un gars qui arrive en Ferrari rouge en bas de chez toi, dans un immeuble à Nancy, qui monte chez toi dans une coloc étudiante, et toi tu fais ta presse PowerPoint sur un canapé avec plein de trous de boulettes, et tu sers des tasses de café, il y en a pas une qui est bonne, quoi. Et t'as limite une tasse Disney pour servir un café, un jus de chaussette à un mec qui pèse des millions. Et le gars t'écoute, par contre, ouf, il t'écoute. Alors là, pour le coup, on avait des vrais chiffres. Donc c'est là où c'était vraiment sympa, parce que il disait, mais attends, vous avez, ok, tant d'étudiants. Redites-moi le nombre de boîtes. Ok, tant de boîtes. Chiffre d'affaires. Ah, il y en a un peu. Mais attends, vous êtes combien? On dit le nombre, 4. Vous avez combien de budget marketing? Vous avez craqué combien d'argent? 0. Ah. Et là, les mecs, tu sens que ça les intéresse. Ah ouais. Et donc là, alors, je pourrais plus te dire les chiffres. Là, ils sont combien dans l'appartement avec vous? Il y en a 2. Il y a, donc, ce mec de Boursorama et un gars qui avait une grosse boîte de finance. Ah ouais. À Nancy. Ouais. C'est incroyable. Ils ont aussi, eux, je sais pas si c'est, la bonne idée, de l'audace ou du culot ou whatever, mais en tout cas ils se disent putain, je vais dans un rendez-vous dans une coloc comme ça, quoi. Alors au début je pense qu'ils sont venus beaucoup par curiosité, ils ont dit c'est qui ces mecs, je pense. Et après avec le recul, je pense que ce qui les a séduits, c'est les hommes plus que l'idée. Parce qu'à cette époque-là, en France, il y a plein de plateformes qui essaient de faire comme nous.
Je peux t'en Ah, il citer y avait une tendance, c'est ça? Ouais, ça a commencé à essaimer, et donc du coup peut-être que eux, à l'époque, ce qu'ils se disent, c'est peut-être les bons mecs qui vont faire Qui que vont ça faire va la peut-être aller au bout. différence. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et ça, à l'époque, avec 150 000 étudiants, vous faites partie des gros, quoi. Ouais, tu fais partie des gros. Alors bien sûr, après, t'as des Viadeo, des LinkedIn, mais eux, ils revendiquent des millions d'utilisateurs, mais toute tranche d'âge confondue. Ouais, Et donc du coup, si tu commençais ciblé. à cibler le 18-25, bah quand tu commences à avoir des 100 000, des 150 000 sur une plateforme avec des mecs actifs qui ont leur CV rempli, ouais, tu commences à être intéressant. Ouais, en fait, à l'époque, au-delà de la spécialisation que vous aviez pris sur les étudiants, etc., vous faites partie des précurseurs à finalement à prendre une partie de la chaîne de valeur de LinkedIn ou de Viadeo qui est plutôt généraliste, dire bah nous c'est ce segment-là, ce besoin-là, etc. que. Et tu te souviens à l'époque, il y avait des plateformes pour tout. T'avais DocFinance, la finance, t'avais. Oui, exact. Tu te rappelles? Et t'avais les jobs. Enfin, en fait, tout était sectorisé, quoi. Limite, t'avais des gens qui se lançaient dans les développeurs de plus de 50 ans. Enfin, ça devenait n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que t'avais autant de plateformes que d'audience aussi. Oui, d'accord. Et du coup, pour les recruteurs, ça devenait compliqué parce qu'ils avaient des budgets, mais il fallait qu'ils les sous-fragmentent. Et donc, ils avaient, je sais pas combien d'acteurs à voir tous les mois parce que, ah oui, vous voulez parler aux développeurs? C'est nous. Vous voulez parler aux étudiants? Ah, c'est nous. Mais même dans cette niche-là, t'avais 4 mecs. Donc, la prise de rendez-vous, elle était infernale. C'était ça qui était très dur, c'est d'aller chercher des mecs qui étaient déjà sollicités à l'intérieur de la boîte et maintenant sursollicités par les plateformes pour essayer de vendre de la marque employeur, du recrutement, etc. Ah ouais, dingue. Ouais. Et donc après, on peut parler chiffres ou cette levée de fonds, cette première levée de fonds, c'est combien en fait? C'est dans l'ordre de 150 000 euros. Et vous en allez faire, enfin il y en a une deuxième qui va. On a fait un deuxième tour après. Ouais. Avec ces mecs-là, plus d'autres gens qu'ils ont apporté. D'accord. Connaissances, voilà. Et ça nous permet de continuer à soutenir la croissance parce que la deuxième levée, c'est combien de la somme, c'est quoi? Je crois que c'était 250. On n'est pas allé plus haut que ça. Plus haut, okay. Ouais. Ouais. Au total, ça faisait 500 000, je crois, tout compris entre les premiers sous de Réseau Entreprendre et les deux levées, tout cumulé, c'était à peu près 500 000. Ouais. Mais parce qu'après, finalement, même si ça a mis un peu de temps à démarrer, après il y a eu des clients, du chiffre d'affaires. Alors après, on a été confronté à un autre problème, c'est que on a une boîte de 15 personnes et puis il y a que 2 commerciaux. Tu vois venir le problème. Ah oui, je vois bien, ouais. donc c'était très chaud parce qu'il fallait, il y avait peu de ressources qui allaient chercher l'argent pour permettre d'avoir tes gars au design, tes gars au développement, les gars qui créent le contenu. Enfin, ça devenait. Et dans les 2 commerciaux, donc il y avait toi, moi et un de mes associés. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, vous étiez à Paris. Et nous on était à Paris. Voilà, il y avait une antenne, on était à la Pépinière 27, c'était à Bastille. Et donc du coup, il y a une petite équipe de commerciaux qui est à Paris et puis toutes les fonctions support et tech sont à Nancy. Ok. Ouais. Et alors du coup, ce problème va grandir? Et ben ouais, ce problème va grandir et puis surtout en fait, il s'est passé une scission entre les 2 cofondateurs. Donc moi, je faisais partie des 2 cofondateurs. Et après, les autres copains sont venus en fondation, mais très rapidement après, donc c'est presque des cofondateurs. Mais à l'origine, on n'était que 2. Okay. Et le deuxième, en fait, il avait pas la même vision de l'entrepreneuriat que moi, mais ça, je m'en suis aperçu. Et lui aussi, on s'en est aperçu que très tardivement. C'est-à-dire que lui pensait que cette boîte-là, l'objectif, ça serait la vente du produit, en gros. Genre un exit parce que, je sais pas, 5 ans après, t'as Adecco, Manpower, je sais pas, qui vient et qui dit, bah voilà, on n'a pas cet outil et on n'a pas cette niche. Ouais, on propose X et c'est ça notre porte de sortie. Et moi, j'étais plus à me dire, moi, je veux que ça soit un outil du quotidien qui marche. Et moi, ça m'intéresse pas de réfléchir à un exit parce que, peut-être qu'elle y sera pas. On sait pas le montant. C'est très hypothétique. Et moi, je préférais que la boîte marche au quotidien et qu'elle me paye bien au quotidien plutôt que un exit futur. Et donc, de ça, il y a commencé à y avoir 2 voix dans l'entreprise. D'accord. Une voix qui privilégie le produit et une autre qui se dit, bah non, nous, en plus, en étant la partie commerciale, on a besoin des outils pour vendre, vendons. Tu vois. Et c'est ça qui a fait que ça a fini par se fissurer. Ouais. Et donc je peux être très transparent avec toi, c'est douloureux parce que c'est vrai que d'ailleurs petite parenthèse avec mon cofondateur, c'est la seule fois dans ma vie d'entrepreneur que j'ai du coup plus de nouvelles de quelqu'un avec qui j'ai fait quelque chose, tu vois. Ah oui, là encore Ah non, j'ai pas de nouvelles. Il en a donné aux autres, mais moi j'ai pas pris de nouvelles depuis 10 ans, je pense. Et lui non plus. Mais parce que du coup, le truc qui s'est passé, c'est il y a un matin, il nous a dit, bon les gars, vous faites pas assez de rendez-vous commerciaux. Donc lui à Nancy, et il vient nous voir à Bordeaux avec Jean-Baptiste, là celui avec qui je suis ici.
je t'en parlerai après. Il nous dit, voilà, j'ai pris la décision de prendre un conseil externe qui va vous suivre pendant une semaine. Alors, pourquoi pas? Sans en discuter. Sans en discuter. Donc, okay. il vient lundi. Et là, t'es vendredi. Ok, d'accord. Donc, on commence le lundi et c'est un mec qui bossait à Pierre Fabre. Donc, domaine pharmaceutique. Donc, rien à voir avec nous en plus. Je suis d'accord, c'est bizarre quand même. Et lui, au début, il vient en observation. Il nous suit sur une tournée commerciale et après, il fait un reporting avec donc nous et Thomas, mon ancien associé. Et il dit, bah voilà, les gars, ils font à peu près 3-4 rendez-vous par semaine. Il faut en faire 80. Et là, on explose de rire. Mais c'est comment ça, 80? Ouais, il faut s'organiser différemment, il faut s'organiser en tournée. Mais attends, mais toi, oui, alors quand tu vas vendre dans des pharmacies, tu peux aller à la pharmacie de la gare, tu passes, tu dis, bah ouais, je veux vous montrer une brochure, est-ce que le mec est là, on parle 5 minutes. Mais L'Oréal, moi, tu crois que je vais faire quoi à la Défense? Je vais poster à la Défense, déjà, mais sinon, tu crois que je vais sonner à toutes les adresses de la Défense, et puis bien sûr, ils vont me faire monter pour voir le mec de L'Oréal, le mec de Capgemini, Et nous, déjà, à 4, pour obtenir, je sais pas, t'as déjà fait du démarchage, du call appel, c'est l'enfer. Avoir ces mecs-là au téléphone, c'est-à-dire que pour avoir 4 rendez-vous semaine, on passait en moyenne entre 80 et 100 appels par jour. Avec que des portes et tout, puis ça, on l'a fait des années. Et t'as un mec qui débarque, qui te dit, ah non, c'est 80. Rendez-vous. Hein. Ah ouais. Et là, ça veut dire que le lead est qualifié, il te reçoit. Enfin, c'est. Ah ouais. Et mais non, mais vous faites mal. Il faut faire par géographie. Donc, vous organisez des tournées géographiques. Tout. Ok. On dit, franchement, je regarde Thomas, je dis, franchement, c'est pas possible. Ou alors, viens et fais-le. Et si tu fais 80 rendez-vous semaine, franchement, je l'ai fait, mais sans aucun souci, bravo. Ouais. Et il me dit, non, si vous les faites pas, ou en tout cas, si c'est pas ce à quoi vous tendez, on va avoir un problème. Ah bon? Mais quel problème? Faut qu'on s'arrête, quoi. Et donc, c'est d'un truc juste sur le commercial, le mec est venu nous conseiller, explosion. Mon premier pote JB, là, avec qui je suis associé maintenant ici depuis 10 ans, il claque sa dème en premier. D'accord. Et après, moi, je suis, quoi. Et ça se fait ultra vite, ça se fait en 2-3 semaines, quoi. Et du coup, vous revendez vos parts à Thomas. C'est ça. Il devient l'unique et... Alors, il y avait encore 2 autres associés. Enfin, 3 autres. Donc, mon frère, son pote et un autre pote de l'école de commerce. Eux, ils restent, ils vendent leur part petit à petit. Et nous, on le revend. Donc, Thomas, à la fin, reste quasi seul avec Adrien, un des autres potes. Et du coup, il reprend toutes les rênes. Ouais. Et eux, in fine, la boîte devient quoi? Ils l'ont revendu? Et là, donc... L'histoire, alors il y a aucune en plus vengeance ou état d'âme à avoir après ce qui s'est passé, mais du coup Thomas se fait débarquer par les investisseurs. D'accord. Donc en plus lui il perd sa boîte quelques mois je crois après, il se fait débarquer. D'accord. Et là la boîte aujourd'hui par contre c'est cool, elle existe encore. Donc elle a été rachetée. Donc on parlait du fameux exit. Alors par contre c'était pas des millions. C'est un groupe qui s'appelle Menway. Tu connais? Bien sûr, que je connais. Ouais. Voilà, qui a racheté la boîte et qui s'en sert bien maintenant. Parce qu'ils la développent et tout, et eux, ils avaient pas, justement, on parlait, tu sais, de la partie audience, là, qu'ils avaient pas. Eux, ils se la gardent dans le portefeuille pour, justement, sourcer les jeunes talents. Donc, ils ont gardé et c'est trop bien. Et franchement, alors, big up à mon frère qui a designé le logo, parce que le logo est le même depuis 10 ans, il a pas pris une ride. La plateforme a changé. Ils ont fait, ils voulaient pas mal le truc, mais du coup, c'est stylé. Il y a 300 000 jeunes sur la plateforme. Donc, ce qui est cool, tu vois, c'est que la plateforme existe encore. Il y a même une salle à l'ICN Business School qui s'appelle la salle UPI, quoi. Non, excellent. Donc c'est cool. Mais du coup, au final, la fin, c'est sûr que c'est haut de boudin, c'est pas fou. Tu fais un exit, on sort au moins avec quelques billes. Mais en fait... Mais vous avez créé quelque chose qui vit encore. Voilà, c'est ça. C'est que moi, du coup, je suis super fier de ça, quoi. Ouais. Et du parcours aussi on s'est lancé, mais vraiment avec du papier mâché. C'est ce que j'allais te demander, toi, en termes de compétences, ça a dû te transformer quand même entre étudiants pas diplômés à ce projet quand même très structurant en quelques années quand même, parce que vous êtes quand même passé à créer un concept est passé à l'opérationnel, à générer du chiffre d'affaires, à faire des pitchs devant des investisseurs. Enfin, t'es quand même beaucoup d'étapes de franchies en quelques années, quoi. Qu'est-ce qui quand tu te vois toi au début de cette aventure et à la fin, est-ce que tu dis que, qu'est-ce qui a changé chez toi? On a pris une confiance monstre en fait, parce que il a fallu aller voir des gens qui avaient 15 ans, 20 ans de métier DRH et leur trouver des choses à leur expliquer pour leur dire que ta solution est bonne. Et au final, par contre, on a tellement évolué aussi en humilité. Enfin, je me revois sortir de l'école, mais alors
je te disais, on est biberonné à ça. Mais attends, c'est génial. Ce que tu dis, en gros, il faut, sorti de ça, énorme confiance. Ouais. Mais pas une confiance arrogante, c'est une confiance en toute humilité. Mais parce qu'on a pris moi, j'ai pris les plus grandes claques de ma vie, je les ai prises juste après la sortie d'école. Quand les autres commençaient une carrière où on te brosse dans le sens du poil, on te dit que t'es bon, tu fais des rapports, t'as une hiérarchie, t'as plein d'outils. En fait, t'es dans un cocon. Ouais. On est allé s'emmerder. On a fait le pire truc. On est arrivé dans un domaine qu'on connaissait pas. On se rajoute la tech. On connaît pas. Pas d'oseille. On lance un truc et on se prend que des portes. Mais enfin, franchement, c'était... Mais dans ce que tu dis, j'entends aussi que finalement, les autres étudiants, qui avaient pris la voie plutôt classique pour le coup, effectivement, tu dis biberonné à l'école de commerce ou en école de commerce, on sait très bien qu'ils nous disent, voilà, sortie d'école, vous, votre salaire sera de temps, etc. Bon, après, il y a une réalité marché, ça, ils le découvrent qu'après, mais quelque part, les autres étudiants qui ont pris cette voie, ils vous regardent de manière, j'imagine, très, très bizarre. C'est-à-dire que eux j'entends, tu me dis si je me trompe, mais eux, ils en sont déjà à se dire, bah tiens, moi, j'ai une situation, un salaire, machin. Il y a un regard péjoratif à l'époque, ou alors quand même courageux, où il y a tout, où c'est un poids ou pas du tout pour toi à ce moment-là. Alors, il y a tout, mais je t'avoue que à un moment donné, ça te questionne sur le fait que les gens commencent, comme tu dis, à avoir une situation. Alors, ils te le font jamais ressentir. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand toi, ce que tu as juste à dire, c'est c'est trop bien, je suis allé à la Défense faire un rendez-vous, ou alors j'ai que tant de personnes sur ma plateforme, ben c'est pas ça qui remplit le frigo, quoi. Et on a des très bons potes qui, en plus, pour pas qu'on soit trop isolé, parce qu'on était à Nancy, on avait beaucoup de potes à l'époque, t'avais pas mal de gens qui bossaient en finance aussi au Luxembourg. Donc sûr, en plus, t'as des gens dans ton cercle d'amis qui commencent déjà à taper des salaires vraiment très intéressants. Et j'ai des souvenirs de mes très bons potes qui viennent te voir, qui te disent venez nous voir et qui te payent quand même des coups parce que sinon on serait resté dans notre grotte pendant des mois et des mois à Nancy. Juste précis, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, t'as fait l'école de commerce de Nancy, moi aussi. Moi, je suis même né à Nancy. Effectivement, l'école de commerce de Nancy, lycéenne, est quand même assez connue pour effectivement la partie finance. Et beaucoup de ces étudiants vont au Luxembourg parce que grosse place financière, grosse place financière, belles opportunités, bon salaire, etc., etc. Et par contre, je corrige juste un truc que j'ai dit. Je veux pas faire penser que ce que je dis que c'était facile pour les autres qui avaient choisi une voie classique. C'est juste que eux, ça monte vite. Bien sûr. Et toi, ça avance pas. Et en fait, c'est presque ça le plus dur. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas eu de remarques. Même les gens ne demandaient pas trop est-ce que ça marche, est-ce que tout, ils étaient contents pour nous en fait. Non, mais après, ma question, effectivement, moi aussi, dans ma question, il n'y avait pas forcément un côté, je vais pas chercher quelque chose de péjoratif chez ces gens-là. C'est juste que quand tu es dans un écosystème, effectivement, tu t'adaptes au code, et c'est vrai que l'école de commerce te donne ces codes-là de l'entreprise où on te prépare aussi effectivement à te dire tel grille de salaire, tel ceci, tes compétences, faut que tu les vendes tant, etc. Alors, des fois c'est un peu too much parce que l'école de commerce fait aussi son beurre, même si j'ai adoré l'école de commerce de Nancy ils m'ont donné, pour d'autres raisons, ils m'ont donné ma chance dans ma reconversion. Et ça c'est excellent que des écoles puissent donner une autre chance à des gens comme moi par exemple, mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres dans cet univers, c'est quand même très codifié. Et à l'époque, l'entrepreneuriat, quand je vois aujourd'hui certaines écoles de commerce qui depuis maintenant quelques années ont créé des modules entrepreneuriat, moi je me souviens, j'étais en école de commerce en 2008-2009, c'était les tout premiers modules. On parlait à peine d'entrepreneuriat. Ouais, mais du coup, tu vois, Jess, ils étaient pas au niveau, les modules. Si on doit être honnête. Non, c'est de la théorie. Ouais, c'est de la théorie. Donc, nous, on nous a fait des cours pour faire un business plan. Oui, exactement. Et après, une étude de cas, il y en a un, il dit, moi, je vais monter ma crêperie, l'autre, moi, je vais faire un truc de location de vélo. Bon, ok. Et donc, du coup, l'autre truc que tu me disais sur le contexte, on rentre dans un milieu de start-up. Parce que quand on va à Paris et qu'on débarque en tant que Nancéen, là, alors c'était cool, on était dans notre coloc, entre nous, machin, on débarque dans une pépinière vers Bastille. En fait, c'est la Startup Nation qui démarre. C'est l'époque un peu The Family, tu sais, où t'as tous les trucs qui démarrent un peu, et là, c'est le tout début de cet écosystème, un jargon, en fait. Et je te jure, j'ai l'impression que je débarquais dans un nouveau monde. Les mecs, on te parle, vous êtes en lead management, vous faites du ARR, c'est quoi la MRR que vous faites tous les mois? Alors, les mecs, au début, les premières questions, moi, je comprenais rien. On comprenait rien. On était paumés. Parce qu'en plus, on était, nous, estampillés un peu tech, vu que t'as le côté, la plateforme, réseaux sociaux, mais sans avoir le vocabulaire des trucs naissants on prend les trucs qui se font dans la Silicon Valley et on commence à les importer. Et ça, c'était le tout début. D'accord. Et ça, alors en école, autant te dire qu'on l'avait jamais vu aussi, ça. Alors, attends, c'est fou ton projet. Pas de spécialité RH.
Nul en code. Ça donne envie, hein, de se lancer. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Et t'arrives effectivement dans un écosystème à Paris qui aurait dû un peu t'appartenir, entre guillemets. Ouais. Et là, vous vous retrouvez confronté à un autre sujet qui, voilà, vous rentrez même pas dans les cases des startups de l'époque. Non. C'est extraordinaire, quand même. Et on est largué. Il nous parle de techniques de management, de faire, tu sais, tous les termes aussi, même pour la partie dev, faire un POC, c'est quoi votre MVP, c'est que des mots, mais franchement, on comprenait rien. On comprenait rien. C'est extraordinaire. Et du coup, bah ouais, c'est chaud parce que en fait, si avec le recul, tu m'aurais dit tout ça, je me dis mais en fait, faut pas y aller. Ah, tu l'aurais pas fait. Bah, tu aurais réfléchi. Non, mais en tout cas, t'hésites parce que nous, jamais de la vie, on se serait dit ok, avant d'arriver là, il y aura tout ça. Nous, on se dit ouais, mais ça va aller vite. On va lever un peu de fonds, on fait la plateforme et puis au bout de 6 mois, tu te payes. Tu vois. Enfin, Et là, c'est presque une insouciance. Ouais, de l'insouciance. Enfin, ah ouais, non, mais c'est que ça. Qu'est-ce qui à chaque fois t'a fait avancer? Parce que là, c'est problème sur problème sur problème sur problème. Alors après, s'il faut être honnête aussi, il y a un peu de l'ego, parce que tu te dis, je peux pas arrêter. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas passer aussi pour, tu vois, quand tu sens, parce que de plus l'ego ça allait. Vis-à-vis des autres ou toi envers toi? Moi, c'était envers moi quand même. Ouais, je me dis, on a fait tout ça, ça avance. Tu peux pas t'arrêter au moment où, parce que ça, à chaque fois, tu avançais quand même un peu. Ouais. Donc, tu vois, il y a un moment donné, on était à Paris, on touchait 2000 € net par mois, tu vois. Ouais. Il y a des entrepreneurs, pendant des années, ils vont pas se payer, tu vois. Donc, ça arrive. Et donc, en fait, la réussite, elle commençait, tu vois. Il y avait quand même des petites steps, ça augmentait. Tu as une équipe de 15. Pas visible de l'extérieur, mais vous nous, on savait que ça, tu vois, il y avait de l'attraction, tu vois. C'était, je sais pas, il y a des mois, on faisait 30 000 balles de chiffre d'affaires, tu vois. Bah, on était contents. C'était fou de faire ça au bout de 3 ans en étant parti de rien, tu vois. Donc à chaque fois que c'est un peu difficile, tu relativises, tu arrêtes. Quand même, l'année dernière, c'était 0. L'année d'avant, c'était 400. Là, c'est 2000. Là, c'est, tu vois. Ouais. Donc, en faisant comme ça, bah, on a gardé un petit peu l'énergie suffisante. Mais si, au tout début, avant de gravir toutes ces montagnes, tu m'aurais dit, bah, voilà ce qui va se passer, bah, ça fout le vertige, quand même. Bah, ouais, c'est quand même, Et donc, du coup, mes potes qui sont venus avec nous, c'est-à-dire qu'ils étaient câblés pareil et assez fous et ignorants pour y aller avec nous sans se poser trop de questions. Et en même temps, je réfléchis avec une énorme capacité de rebond en permanence. Ouais. Enfin, en permanence. Enfin, ça me donne l'image d'un boxeur qui en permanence sur la pointe des pieds. Enfin, il évite à tout prix d'être sur les talons, sinon il s'en prend une. C'est un peu ça quand même l'histoire. Hein. C'est que tous les mois, vous êtes challengé. Dès que vous vous mettez un peu sur les talons, vous en reprenez une. Mais vous réagissez très très vite à chaque fois. Ouais. C'est assez incroyable les compétences et les réflexes que vous avez dont vous avez dû faire preuve en fait pour que la machine avance. C'est assez exceptionnel quand même. Ouais, non, c'était fou et dès qu'on faisait des rendez-vous, tu vois, avec des clients, on arrivait à mettre sur pied. Un mec nous parlait de ça. 2-3 semaines après, on mettait en prod et on testait, et on vendait. Et ça nous arrivait même avec JB, on était les spécialistes de ça. On vendait des trucs qui n'existaient même pas parce qu'on se disait que le temps de la décision étant un peu long, on va se débrouiller, on le fera. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est sauvé les miches plein de fois. C'est assez génial quand même. Vous aviez tellement bien évalué surtout dans les grosses boîtes, le chemin de prise de décision. Puis t'es tranquille. Vous avez carrément le temps de produire. On faisait paniquer les développeurs. Hein. Chaque fois on rentrait, les mecs, quand on les allait les voir à Nancy, c'était en PLS. Ils nous disaient, ah non, il y a les deux, là, ils vont nous dire qu'ils ont encore vendu ça, qu'on n'a pas fait, tu vois. Mais on était obligés parce que, en fait, nous, on était là où la position pour nous, elle était délicate avec JB, c'est qu'on était coincés parce qu'on savait que c'était à nous de ramener un minimum de chiffre d'affaires, sinon on allait au mur, quoi. Ouais, grosse pression pour vous. C'était là, il y avait quand même pas mal de pression. Grosse pression, tu nous disais que finalement n'a pas été partagée. Bah non, parce que quand toi t'es aux manettes de la finance et que alors c'était important à son taf, il fallait quand même aller chercher les financements, etc. Mais tu voyais pas qu'au quotidien, les 30 000, t'étais dans les tranchées, t'allais prendre je sais pas combien d'appels, et puis dont je sais pas combien de portes tous les mois, d'aller faire tes déplacements. Je sais pas combien d'heures de RER des fois on a fait de ces déplacements, mais c'était épique. Ouais. Donc en plus nous au début on faisait ça depuis Nancy, donc on faisait les allers-retours, on allait pioncer chez les potes sur un bout de canapé, donc c'est pour ça qu'après on a pris Paris. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça a été ultra par contre formateur. Enfin là, c'est extraordinaire. C'est incroyable, l'histoire est quand même folle. Ouais, c'est en la racontant que tu dis ouais, c'était quand même épique. Youpique. Incroyable. Ouais. Youpique. Et je refais le lien aussi avec
avec ton père qui t'a vu te lancer dans l'entrepreneuriat, quand ça fonctionne quelques années plus tard, est-ce qu'il a un autre regard ou... Alors je lui laisse pas trop de temps mon père malheureusement parce que quand j'arrête Youpic, je lui dis quoi? Je lui dis que je recommence un truc. Donc mon père, le pauvre, je lui ai pas laissé trop de réflexion. D'accord. Okay. Parce que du coup, bah ouais, on vend, donc on vend les parts, on se sépare de notre associé, on a le chômage, un mois, au bout d'un mois, moi je me connais, je tourne en rond, et on trouve du coup le projet d'ici, donc de la partie Escape Game que je vais te raconter, mais ça veut dire que mon père, je l'ai laissé tranquille un mois. Pendant un mois, il a cru, et d'ailleurs, tu te rappelles, j'étais allé te voir à l'époque. Ah oui, c'est vrai. On avait fait un entretien et tout, tu m'as dit potentiellement, ouais. D'accord. Parce que je me dis à un moment donné, bon, j'ai quand même acquis 4-5 ans dans le milieu des ressources humaines, j'ai une tête un peu connue parce que j'ai fait plein d'apéro RH, j'ai vu plein de DRH et tout, donc je me dis, bah pourquoi pas rester dans le milieu, tu vois. Ouais, et toi à l'époque, c'était un cabinet de chasse de tête. Ouais, chasse de tête, ouais, je m'en souviens. Ouais, donc du coup, bah tu vois, j'étais venu te voir parce que j'étais en pleine interrogation. Et du coup, je raconte à mes parents, je leur dis, ouais, bah là maintenant il y a une transition, donc c'est peut-être le moment de capitaliser sur ce milieu RH que je commence à bien connaître pour une fois. Là maintenant je connaissais bien le milieu, tu vois. Et bah manque de bol, un mois après je lui dis quoi? Non, on se relance dans un truc. Alors là laisse tomber l'explication en plus. Et un truc complètement différent. Je lui dis que je vais à Bordeaux pour enfermer les gens dans des salles de jeu et que les mecs ils vont payer 25 € pour se faire enfermer 1 heure. Bon là c'est. Ah le pitch il est pire que le premier. C'est clair. Et donc ouais, bah donc du coup c'est pendant cette période de chômage qu'avec donc Jean-Baptiste, mon ancien associé de Youpic, qui pareil est parti en même temps que moi, on rencontre un troisième pote à Paris, Bruno, qui avait fait la même école de commerce que nous. Okay. Et ce Bruno nous dit, les gars, ce week-end, j'ai un pote à moi, il est game master. Alors déjà dans la même phrase, tu comprends rien. Il est game master dans un escape game. Donc là, nous, on bloque. C'est-à-dire, bah, il fait la surveillance des parties d'un escape game. En fait, c'est un nouveau jeu à Paris, là, ça a l'air trop bien. Tu prends 1 heure de ton temps, tu payes. On te met dans une salle qui est décorée, il y a un scénario et tu dois t'échapper de la salle. Wow. Donc moi, ça, franchement, honnêtement. Là, on est en quelle année là? Et là, ça c'est 2014. On est à l'été 2014. Et à ce moment-là, les escapes, c'est le tout début. Ouais, c'est le tout début. Donc à Paris, la marque c'est Int Hunt qui est arrivé en premier à Paris. D'accord. Donc ça s'était importé d'abord. Alors c'est Japon à la base. Après c'est arrivé en Angleterre. Ils l'ont testé à Londres et eux l'ont importé à Paris. Donc c'est des mecs de Paris qui ont importé ça. Et ce gars-là, qui est Game Master, il nous dit, bon les gars, moi je peux être votre Game Master, du coup, venez. Il nous invite pas, mais il dit, ouais, je vous fais une remise, venez jouer. Alors, franchement, au début, moi ça m'avait pas spécialement emballé. Le Game Master, c'est celui qui t'accompagne. Comme on a vu là tout à l'heure, quand tu m'as suivi, je te montrais des salles, tu sais, il y avait un petit couloir. Donc c'est le gars qui a son écran de surveillance, qui va en fait animer et suivre la partie à l'extérieur de la salle. Même certaines fois, ils font des roleplays, ils sont des fois acteurs dans les salles aussi. Et puis ils peuvent t'aider quand à des moments c'est eux qui donnent les indices, ils font le briefing aussi en début de partie, puis à la fin ils t'accompagnent sur la fin de jeu. Okay. Voilà. Et donc on y va, on joue, on prend une claque exceptionnelle. Et encore, à l'époque c'était nul. Enfin, si tu reprends cette salle-là et que tu la mets dans le marché actuel 9 ans après, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que les tricks ils sont moyens. Comme je te disais tout à l'heure, il y a 3 cadenas dans une salle, il y a 0 déco. Donc là, le thème c'était le bureau de Murdoch, une sorte de Sherlock Holmes, une petite enquête. À un moment donné, il y a même on voit une porte. À un moment donné, on récupère une clé et on se dit même pas qu'il y a la possibilité d'ouvrir la porte et qu'il y a plusieurs salles, tu vois. On se le dit même pas. Donc à un moment donné, le Game Master, notre pote, pour nous, il y a qu'une salle, quoi. Ouais. Il dit, mais les gars, vous avez pensé à ouvrir? Non. On prend une claque, alors juste, c'est même pas un passage secret incroyable qui s'ouvre comme dans les films avec la bibliothèque, le livre que tu tires, non. C'est une clé, tu vois. Et on est comme des dingues. Et il y a plusieurs pièces et tout, on passe un super moment. Et là, le gars est Game Master. Et c'est ça qui a fait que l'histoire ici, elle existe, c'est qu'il nous a dit, les gars, regardez, venez voir le planning. Donc, il montre l'outil interne de cette boîte, Int Hunt, il montre le planning. Oh, les résas, c'était incroyable. Et là, c'est facile. C'est un business où tu prends le prix par personne, ou le prix d'une session de 5 personnes, et tu multiplies par le nombre de créneaux qui sont bookés. Et là, tu fais les calculs. D'accord. Et tu te dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça faisait, c'était rempli. Quoi. Le dimanche matin à 9h, t'avais des mecs qui venaient jouer. Et ça, à l'époque, c'était underground, quoi. Personne n'arrivait encore à sentir cette tendance marcher, quoi. Non, parce qu'à Paris, t'avais, je sais pas, 2 ou 3 établissements max. Tu vois. Ouais. Et rien en province. Et rien en province. Ah oui, donc c'était vraiment... Ouais, donc là, on arrive vraiment au début du marché, quoi. D'accord. Et là, la réflexion, c'est de se dire, ok, bon, on est sûr qu'on va y aller. Après, la question, c'est où? Et on se dit, Paris, il y a 3-4 déjà établissements. Ça va être bouché. Bon.
Avec le recul, il y en a une vingtaine et ça marche, mais enfin même plus à Paris, il y en a peut-être 30, 40, mais et du coup on se dit il faut trouver une grosse ville de province où il n'y a pas encore d'escape game. Et par contre pour le coup, tu vois là, on a appris quand même de nos petites erreurs du passé. On se dit là, on connaît pas le marché, gagnons du temps parce que ça va être une course contre le temps. En fait, faut juste pas louper le train. D'accord. Donc on va chercher des franchises. Et là, on contacte les franchises. On leur dit là, il va falloir un support de gens qui l'ont déjà fait pour pas justement perdre tout ce temps-là. D'accord. Et là, on contacte Escape Hunt. C'est de là qu'on les contacte. Ouais, parce que ici, c'est vrai qu'on est dans un Escape Hunt, un des tiens à Bordeaux. C'est ça. Donc là, eux, ils démarrent la franchise. Donc, ils ont déjà plein de salles dans le monde. Et à Paris, on rencontre les gens qui ont acheté la Master Franchise. Donc eux, ils ont acheté tout le territoire. D'accord. Ils ont déjà ouvert Bruxelles et Paris. Et ils cherchent des gens comme nous pour ouvrir des villes en province. Et ils nous disent, on les rencontre à Bastille et ils nous disent, putain, vos profils sont bien. Et ça nous intéresse. Et on a Toulouse, je crois, Lyon et Bordeaux en choix. Et on choisit Bordeaux. Bordeaux parce que toi à l'origine t'es de ouais, Bergueux, je pousse un peu, mais pas tant que ça. Les autres disent ouais, Bordeaux c'est cool, il y a la mer pas loin, on se dit que ça va être cool. Enfin, franchement, je pousse un peu, mais j'ai pas besoin beaucoup de les convaincre. Okay. Et on choisit Bordeaux. Et donc c'est là que tu redis à ton daron, bon, j'enferme les gens maintenant, papa. C'est un nouveau truc, mais je te jure ça va marcher. Et donc on prend nos clics et nos claques, on visite des locaux et donc c'est un des 2 ou 3e local ici qu'on visite. Et donc là, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a une fameuse rencontre épique avec le propriétaire du local qui voit 3 petits excités qui débarquent de Paris là et qui courent partout dans le local en disant ouais là on pourra mettre une salle, là ça sera la salle bateau, là on mettra une salle Jack l'Éventreur. Mais qui comprend rien. Il dit mais c'est qui ces mecs? Et voilà, on lui pose 2-3 questions, on lui explique le projet et tout. Pareil, le pitch, on va enfermer des gens. Donc il y a sa femme, si je regarde sa femme, on l'a revu plein de fois, trop cool, mais elle nous a dit mais franchement faut les enfermer, faut les enfermer. Elle a dit à son mari mais tu vas leur louer ça à eux. Et donc il avait un autre projet en face, c'était une asso. Alors peut-être que ça c'était plus compliqué de les héberger parce qu'ils avaient peut-être d'autres problématiques, mais en gros trop cool. Le courant passe bien. Il nous dit bah moi il est dispo dans 1 mois ou 2 parce que lui il avait sa boîte d'électricité qui est dedans. D'accord. Il nous fait en travaux un petit étage supplémentaire pour caler des salles en plus. Ouais, parce que là t'as 500 mètres carrés, c'est ça? 500 mètres carrés. Okay. Il nous a rajouté à peu près 100 mètres carrés de surface. Il fait des travaux, trop bien. L'entente se passe trop bien. On prend les clés. Donc là on récupère le local. On est en février 2015 et on voulait ouvrir en avril 2015. Bon, je te laisse deviner que ça n'a pas été possible. Et on ouvre en août finalement en 2015. Ok. Voilà. Ça c'est le tout premier escape game que tu vas lancer quoi. C'est ça. Ok. Ouais. C'est le premier de la longue série du divertissement. Donc c'est là le pivot qui se fait sur la partie divertissement, mais on se remet quand même dans le dur parce que on fait les travaux nous-mêmes. Au début, grosse problématique, pareil, de financement. Ah oui, c'est vous qui allez faire toutes les salles, tous les tricks, Ah oui. Mais que fait la franchise par rapport à ça? Alors la franchise, elle nous apporte pas un concept ou... Alors elle nous a apporté quand même pas mal de choses sur les connaissances de l'exploitation d'un local, parce que pareil, c'est un milieu qu'on connaît pas. C'est quoi un ERP, établissement recevant du public? Ah ok, il y a des normes. Ah il faut mettre des extincteurs. Il faut ci, il faut ça. En fait, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Donc sur tout ce volet-là, il nous accompagne. D'accord. Ils nous aident aussi pour la sélection du local, ils l'ont visité avec nous, donc au début on voulait partir sur plus petit, et c'est une bénédiction d'être passé avec eux, parce qu'ils nous ont obligés à prendre grand. Et avec le recul, heureusement qu'on a pris cette décision. Ah bon, pour quelle raison Pour quelle raison ils nous obligent à prendre grand? Parce qu'en fait, eux, ils détectent très rapidement que ça va être une machine très intéressante pour les team building. Ah, d'accord. Et en fait, si tu as une capacité de 2-3 salles, t'intéresses pas les grosses boîtes et tu vas te couper de tout le pan B2B. Ah ouais, et ça, nous, on l'avait pas vu. On s'était dit, bah, si on a 4 salles, c'est cool, on va faire tous les samedis, machin. Et du coup, en faisant gros, bah, tout ton début de semaine, tu peux le remplir par, justement, du team building. Ça nous permet, bah, là, d'être ici dans une salle de réunion. Donc, en plus, tu vois, on fait des services que d'autres escapes font pas, traiteurs, ta salle de réunion. On propose une vraie expérience clé en main pour les boîtes. Et ça, si tu prends petit, tu peux pas. D'accord. Ok. Voilà. Ah ouais. Et donc, on fait les travaux. Bah, pareil, on se remet dans le dur, quoi. J'ai jamais touché de visseuse de ma vie. Et là, pareil, putain, les tutos, les trucs, les coups de stress, les finir à 23h. Enfin, on se met 6 mois. Je pense que si tu parles à mes 2 autres associés, je pense que c'est les 6 pires mois de leur vie. Ah ouais, à ce point-là, mince. Parce qu'au début, t'as l'excitation, c'est marrant, mais t'as vu la surface. Quand tu colles un peu de papier peint, c'est marrant quand tu le fais chez toi pour un mur. Mais quand tu le fais pour 500 mètres carrés, il y a tout qui est long. Enfin bref, on fait plein d'encore, il y a plein de petites erreurs et tout, mais on arrive à ouvrir donc avec les sous qu'on avait de la vente de la première boîte. Ok. Bruno, le 3e associé, avait un peu de sous de côté et pas de prêt bancaire. On va voir les banques. Je me rappelle d'un
d'un rendez-vous épique avec Crédit Mutuel qui me dit que en gros les Bordelais c'est un autre marché quoi. Ça leur plaira pas. Ça leur plaira pas. Mais lui il le sait, tu vois. Ah ouais, il ouais, le ouais. sait parce que tu vois, il est Bordelais forcément. Bien sûr. Donc toi bien tu sûr. débarques, tu dis non franchement les Bordelais ça marchera jamais. Ouais, Personne ne voudra s'enfermer. Non, ça marchera pas. Vous savez, les Bordelais, ils sont très, très spéciaux. Ah ouais, Ok, d'accord. donc soit t'as des gens comme ça, soit t'as des gens qui ont un niveau marketing proche du néant qui te disent mais vous avez pensé à faire des flyers, donc tu sais que c'est pas lui qui va te financer, tu vois. Donc bah finalement c'est chou blanc. bien quand même ces remarques. Ah mais c'est incroyable. C'est collector quand même. C'est collector et puis en fait eux, ils te disent bah si t'étais venu me voir pour un truc de vapoteuse ou un kebab, je t'aurais financé parce que moi j'ai des trucs dans ma base de données. Escape Game, on arrive encore, bah il y a zéro base. Donc lui, il a aucun historique. Lui, il se dit juste que je vais devoir discuter avec ma direction et que j'ai pas envie de le faire. Il a pas envie de batailler. Ouais. Il va même pas pouvoir le raccorder avec un laser game, c'est même pas pareil. Enfin, tu vois, enfin, c'est compliqué. Alors je les comprends parce que s'il faut aller défendre ces projets-là, c'est chiant. Et du coup, bah pareil, deuxième boîte, deuxième fois zéro banque, comme d'hab. Et du coup, bah Love Money un peu. Okay. Heureusement parce qu'on était à 5-10 000 euros de pas pouvoir boucler le budget de financement. Okay. Et on arrive même sur les 8 salles prévues, on en ouvre que 7 parce qu'on n'avait plus le budget pour faire la dernière salle. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et entre temps, on prend un gros coup de chaud parce qu'il y a, et c'est marrant parce que ça va boucler avec la dernière boîte. Il y a 2 nanas, on voit qu'elles ouvrent le premier escape game de Bordeaux juste avant nous, en avril-mai. Alors qu'on devait être prêt à vendre. Donc là, coup de bambou. Toi, t'es encore dans les travaux, plein de poussière. Et puis en fait, tu vois qu'il y a 2 nanas qui t'ont coiffé au poteau, tu vois. Aïe. Donc du coup, on se dit, ouais, chaud. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que tant mieux parce que ça va évangéliser le marché, ça va commencer à faire venir des gens. Et donc arrive le premier jour où t'appuies sur le bouton sur ton site pour dire les résas sont ouvertes. Pire nuit de ma vie. Donc t'ouvres, la veille, tu ouvres, 0 résa. 0 résa. Et là, tu fais, qu'est-ce qu'on a fait? Là, tu revois les 6 mois où t'as collé... Ouais. Donc, t'as les 6 mois, t'as la petite ombre du padré au-dessus, là, qui plane. Les potes, t'as dit à tout le monde, t'as fait ici, t'as tout remis les billes. Bon, alors, t'es pas sorti avec beaucoup, mais t'as remis tout là-dedans. T'as réinvesti, en tout cas. Le chômage, ça va vite finir. Et t'as un loyer, surtout. Là, t'as 4-5 000 euros de loyer qui tombent tous les mois. Donc, c'est l'histoire. Si ça fait une semaine à 0, ça va très vite, quoi. Ouais. Et le lendemain, une résa. La pression, quand même. Un mec, il appelle, je peux venir jouer et tout. Une résa. Le lendemain, 2, 3, et je crois, dès les 2 ou 3 premiers samedis, on commence à être complet. Mais ça a pris tout de par suite. contre, ça a pété, en un mois, ça a pété. Ah, c'est génial. Ouais. Donc là, et du coup, obligé de recruter très vite, quoi. Donc, l'histoire est magnifique. Ouais. Mais la première nuit à 0 résa, t'es pas bien. Tu m'étonnes. Elle fait flipper. Parce que là, du coup, t'as 0 métrique, tu sais pas. Ouais, tu sais pas comment impacter ou comment influencer. Puis ces mecs-là, comment tu vas aller les chercher? Et en fait, il avait fallu déjà les filles, le fait qu'elles ouvrent avant nous, c'était cool parce qu'elles ont vu, elles avaient que 2 thèmes, tu vois, de jeu. Donc au bout d'un moment, il y a des gens qui se sont dit on a tout joué chez elles, on vient chez eux. Super, ouais. Et après ça bouge. Après t'as du returning aussi parce que t'as plusieurs thèmes. Donc après les gens les premiers. Et au début, vu que t'es sur une période d'early adoption, les gens ils sont refaits d'en parler à leurs potes. Parce que t'imagines socialement. Tu fais découvrir ça quand ça n'existait pas, que personne n'entendait parler, et dis non, je vais t'inviter, tu vas voir, on va jouer un truc où tu vas t'enfermer, et là, mais socialement parlant, t'es refait de pousser ce truc-là. C'est le truc que l'autre ne connaît pas encore. Exactement. Ah, excellent. Et alors le deuxième, il arrive quand? Le deuxième, on ouvre parce qu'un temps, on s'était dit on va ouvrir une autre ville à côté. D'accord. Et en fait, on est revenu de ça parce que c'était compliqué en gestion, donc on se dit on va plutôt ouvrir un deuxième à Bordeaux. Okay. Et donc en 2018, on ouvre un deuxième établissement, plus dans le centre, donc là on est à côté de la gare Saint-Jean, et plus central, vraiment dans le cœur historique de Bordeaux. Okay. Et heureusement que c'est notre deuxième, parce qu'on a une méga surprise, on a un refus de permis qui nous bloque 8 mois sans pouvoir faire les travaux. Ah bon, okay, et du coup, en fait, il y a beaucoup de commissions qui passent, je te passe tous les détails, mais en gros, t'as les pompiers, t'as des commissions sécurité, incendie, enfin t'as pas mal de gens qui passent. Pour nous, le local, on avait visité avec un archi, pour nous c'était ok, et on est obligé de se positionner sur le bail, sinon il nous passe devant. Et c'était vraiment un super local. On le prend, et pour nous, c'est l'histoire d'1 ou 2 mois pour que ça soit régularisé. Et le dernier jour du délai, parce que t'as un délai, je sais plus, de 3 mois, où si on te répond pas, c'est ok, mais on peut, dans ces 3 mois, te notifier qu'il y a un changement, tu vois. D'accord. Le dernier jour, recommandé à 18h, refusé. Wow. La claque, et on repartait pour, je crois, 3 ou 6 mois de plus du coup d'instruction. Donc déjà, tu sais que t'as 6 mois de loyer qui sont dans le vent.
Et on se dit, heureusement que c'est pas ton premier, tu vois. Comme quoi, des fois, des boîtes, tu vois, ça se joue à pas grand chose. Si ton local, c'est pas le bon, et que t'as une coquille comme ça, t'es mort. Donc, on arrive à encaisser ça parce que la première boîte tournait bien. On surmonte ça, et on crée, du coup, d'autres salles là-bas en 2018, ouais. Incroyable. Donc là, tu as deux... Attends, rappelle-moi, parce que là, je suis un peu perdu dans l'écosystème que tu as. Là, là, tu as combien d'escape game Bordeaux? Deux. Et tu as d'autres franchises? Ouais. Et ça, tu les développes à quel moment? Juste après, donc par ordre chronologique, donc après ce deuxième centre d'Escape Hunt, on ouvre un centre de réalité virtuelle qui s'appelle Virtual Room. Ouais. La rencontre se fait parce que les gérants de la master franchise d'Escape Hunt ont l'idée de créer un escape game mais avec des casques de réalité virtuelle. Eux, ils ouvrent un studio à Paris. Donc, ils prennent des développeurs pour créer leur propre jeu, leur propre solution. Ils commencent dans une cave à Paris avec 2 postes, ça cartonne. Ils prennent un premier local, ça cartonne. Ils prennent un deuxième plus gros, ça cartonne. Et après, ils franchisent. Et là, pour Bordeaux, ils se disent, attends, on a JB, Tarek, Bruno qui sont bons, ils bossent bien à Bordeaux. On va pas s'embêter trop, on va leur proposer une association. Donc nous, on a un statut un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est quand même franchisé quand même parce que c'est pas nous qui avons créé le concept Virtual Room, mais du coup, on s'est associé avec eux et le deal, c'est qu'ils apportent les jeux et l'expertise de Virtual Room, le réseau qu'ils ont créé, et nous on le gère ici sur place à Bordeaux. Ah, sympa. Voilà. Donc gros local à Bassin-Flots, nord de Bordeaux, là on est au sud. On a le deuxième escape game à Tourny centre et Virtual Room on se met tout au nord de Bordeaux. 500 mètres carrés, gros établissement de réalité virtuelle et voilà. Donc ça c'est 2018. Ça c'est que 2018. 2018 bien occupé. Ouais, bien occupé. Belle année. Bien chargé. Et les autres activités arrivent quand? Et après donc 2019 Urban Quest, donc là on s'associe avec mon petit frère et son copain Antoine qui était là aussi à Yupik, tu vois comme quoi tu raccroches toujours des wagons. Et en fait ça part de quoi? Ça part d'un client qui un jour veut venir jouer à Escape Hunt, ils sont 150 et ils veulent jouer tous en même temps. Bon, tu doutes bien que la capacité d'accueil ça suit pas. Et ils me disent vous avez pas un jeu extérieur? Et puis là on a une demande, une deuxième, une troisième. Il faut qu'on fasse un truc. Donc là, on voit avec Antoine qui est développeur, on dit ça coûterait combien? Est-ce que c'est long de faire un jeu de piste sur un format d'application quoi? On brainstorm et on lance un truc, je sais pas, en 2 mois, 3 mois, parce qu'on a un client. Et on l'a signé en disant comme d'habitude sur plaquette, on a un jeu de piste, on a une application. Un peu comme comme chez Yupik en gros. Exactement. Tu vas voir on part du besoin client et on fout dans la merde nos potes. Direct, c'est ça. Et donc du coup il me dit les gars 3 mois c'est serré, allez c'est bon, hop on prend le deal, ça se passe super bien. Et du coup au début on le fait que pour Bordeaux ce produit. D'accord. Donc avec 4 associés, il n'y a pas d'employés au début et c'est une appli qui tourne pour nos clients bordelais. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, je dis aux gars, les gars, franchement, il y a plein d'autres établissements de loisirs comme nous qui seraient ultra contents d'avoir cette solution. Et du coup, on propose un système pas de franchise, mais plutôt de licence d'utilisation du coup de l'appli. Et on va voir, je m'occupe pendant 6 mois, 1 an, ça tombe aussi un peu pendant le Covid, donc du coup il y avait du temps pour aller démarcher les gens. J'appelle en gros quasiment tous les escape games de France et je leur dis voilà, on a une appli, ça coûte pas cher l'install, on a un petit abonnement très peu cher et on vous demande juste une commission sur le nombre de parties que vous faites, c'est tout. Excellent. Et le jeu, le back-office, c'est vous qui créez les jeux, vous faites autant de jeux que vous voulez et on vous laisse tranquille. C'est vous qui facturez, c'est vous qui faites tout. Et en fait, ça cartonne. On a aujourd'hui 35 villes en France qui l'utilisent. Donc principalement des gérants d'escape game comme moi. Et on commence à développer l'international là. Donc on a Bruxelles et là on a plein de touches. On va normalement signer Barcelone. On commence à aller un peu sur d'autres pays. Ah ouais, c'est vraiment un truc qui prend bien quoi. Ouais. Donc ça c'est super bien parce que ça nous apprend du coup le métier de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'être un peu le franchiseur. Le franchiseur. Ouais. Donc de filer de la valeur, d'accompagner les gens, donc c'est cool de pas être que celui qui reçoit et d'être de l'autre côté. Et après aussi. Tu vas enfoncer le clou avec encore une autre activité. Donc sans le savoir, là on est en train de poser les jalons de ce qu'on va faire de plus grand après, donc avec Rush, qui est le dernier bébé qu'on a lancé. Donc c'est un action game, nouveau concept encore. Alors facilement explicable à mon papa parce que c'est comme un Fort Boyard, donc ça il connaît. Donc en gros t'as des salles de quelques mètres carrés, t'as un parcours de 10 salles qui s'enchaînent et dans chaque salle, comme Fort Boyard, t'as un chrono, 6 minutes par salle,
où tu as une épreuve simple et facile avec un décor et tu dois performer, tu dois faire le plus de scores possible dans chacune des Mais salles. c'est ça, là, enfin, j'allais dire à l'inverse, mais d'un escape game où on essaie de trouver des solutions à des tricks, etc. Ouais. Là, c'est vraiment physique. Ouais, c'est moins cérébral. On va être dans le truc où on va bouger, adrénaline, il va y avoir un peu de sport, mais c'est faisable aussi par des gens non sportifs, et de l'adresse. Tu vois, des jeux d'adresse, des trucs moins moins cérébral. Moins cérébral. Là, on est vraiment dans l'action. On fait bouger le corps, quoi. C'est ça. Excellent. Et l'histoire, pour reboucler, comment on rentre là-dedans? C'est pas nous qui avons l'idée avec JB. Mon associé toujours ici. C'est les 2 filles. Tu te rappelles, je t'avais dit, il y a 2 filles qui avaient lancé à Bordeaux. C'est elle. En fait, elles, 3 ans après l'ouverture de leur escape game, elles en ont marre. C'était un petit 2 salles. Donc en fait, elles ont vite fait le tour et puis elles voient, les malins, elles revendent, elles voient qu'elles peuvent pas exploser le marché parce qu'à 2 salles, au bout d'un moment, pour vivre à 2 dessus, t'es limité. D'accord. Donc elles se disent, avant que l'escape game devienne trop concurrentiel, elles revendent. Et elles se disent, le coup d'après, c'est l'action game. Elles avaient déjà identifié ça. D'accord. Et ça commençait à arriver il y a 3-4 ans dans les pays nordiques. Ils ont pas mal lancé ça au début, Norvège, tout ça, Danemark. Et elles avaient identifié ça. Elles préparent le projet. Donc des années de travail, le parcours et tout, elles ont bossé comme des malades. Et en fait, gros problème, il y a leur constructeur à l'origine devait être une entreprise en Russie qui est spécialisée dans l'escape game et qui construit en gros des parcours, des mécanismes. Je te laisse deviner ce qui arrive, la guerre. D'accord. Ouais. Gros acompte envoyé, si ce n'est la quasi-totalité de l'argent pour faire le parcours, et le gars répond plus. Oh là là. Ouais. Donc là, elles sont au bout du financement. Donc déjà le prêt est entamé, elles ont déjà le local. Donc en plus elles sont lancées, tu vois, tu peux plus reculer, tu peux pas dire on va trouver une autre solution, machin. Donc t'es dedans à fond. Et elles contactent en gros tous les gros acteurs, pas tout le monde, mais les gros acteurs du marché bordelais du divertissement. Forcément on en fait partie. Petit mail, voilà les gars, est-ce que ça vous dit de juste déjà qu'on se rencontre pour vous parler de ce truc-là et de voir si vous voulez pas investir dedans, voire être associé. Je reçois le mail, ma femme me dit tu vas pas encore te lancer dans un truc, voilà. Mais elle me dit ouais ça a l'air bien quand même et tout, et puis surtout j'en parle à JB et puis on se dit franchement c'est un train qu'on a loupé nous, on l'a pas vu venir et ça a l'air bien. Et si on peut aller au bout d'un truc comme ça pourrait être sympa. On les rencontre et au-delà de l'aspect investissement qui était intéressant pour nous, mais aussi pour elles parce que c'était l'occasion du coup d'aller au bout du projet. Ça marche, ça fit bien au niveau de l'envie. Elles ont reçu d'autres profils et avec nous, on sent que et nous et elles, ça peut le faire en termes d'association. Elles sont ultra fortes dans le côté créatif. Et nous, on est plutôt bon dans le développement et la partie commercialisation. D'accord. Donc, on sent qu'en plus, nous, on peut vraiment faire que le projet, en ayant tous les autres business à Bordeaux, on sait que le point bordelais, ça va marcher. D'accord. Donc, on se serre la main. Ça, c'était en fin d'année 2022. Et on ouvre en mai 2023. Le centre, donc à Bordeaux. Okay. Et au bout de 3-4 mois, une traction de fou, ça marche, ça remplit. Et surtout, on commence déjà à avoir des demandes de gens qui s'intéressent au concept pour le franchiser. Ok, génial. Donc on se dit, ah ouais, d'accord, déjà au bout de 3 mois. Et du coup, on se structure. Et comme j'ai fait pour Urban Quest, j'ai ma base de données et allez, on appelle. Tu fais la tournée des Grands-Ducs, des gens du divertissement, qu'on commence en plus un peu à connaître, et puis on commence à avoir un peu de crédibilité. Donc forcément, les appels pour Urban Quest que je faisais, ils sont encore plus faciles entre guillemets, parce que t'as pas mal t'as un track record qui commence à être intéressant dans le loisir. Et en fait, on se fait submerger. Ah ouais. Je m'attendais pas à autant de réponses rapides. Donc là, on est en février, donc on s'était dit que ça serait bien de faire 3 ouvertures en 2024. On y est déjà presque. Et on va faire, je pense, au moins 8 ouvertures en 2025, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est exceptionnel. Ouais. Et du coup, on est même contraint par le constructeur, parce que là, ce qu'on veut faire, nous, c'est que le parcours soit un peu à la McDo, c'est-à-dire que nous, on veut une uniformité sur tous les centres. D'accord. On veut pas qu'un centre prenne sa propre solution pour construire son parcours. Donc, on a le constructeur qui a fait Bordeaux, le nouveau, qu'on a choisi, pas nos amis russes. On l'a incité avec nous, c'est-à-dire qu'on s'est associé aussi avec lui pour que ça soit notre constructeur officiel pour les prochaines années de tous les futurs centres Rush qui vont ouvrir en France. Ah ouais, super bien balisé le terrain. Quoi. Et donc lui nous dit, année 1 les gars, je peux en faire 4. Année 2, 4, 6. Bon, on a poussé et il sait qu'il y a une grosse demande, donc ça va être 8 en 2025, mais là on est déjà en train de dire à des gens, les gars, ça sera 2025, voire 2026, quoi.
Donc top. J'allais te demander c'est quoi la projection, mais en fait sur tes activités, mais en fait c'est déjà c'est lancé quoi. Alors on sait que globalement Escape Hunt et Virtual Home, maintenant ça fait quand même 9 ans et 7 ans, ça se gère plutôt bien. Donc là, le gros de l'énergie quand même, on va le dédier à Rush parce que c'est le prochain truc qui va être en forte croissance. Donc il va falloir réorienter un peu notre énergie là-dessus, ouais. C'est incroyable quand même. Tout ce que tu arrives à faire à chaque fois from scratch. Ouais. D'activités En fait, que tu avec le connais recul, on se met pas des trucs faciles, quoi, spécifiquement. Mais alors par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que faut être très humble aussi, c'est que maintenant chaque nouveau truc qu'on ouvre, c'est de plus en plus facile. Ouais, tu montes en puissance. Parce que l'expérience, les financements, mine de rien, maintenant quand on va voir une banque, c'est plus la même histoire. Donc là, on peut être suivi. On a des bases de données. Donc je ferai pas le mec en te disant ouais mais à chaque fois c'est une remise en question permanente. Non, ouvrir Rush, c'est pas comme ouvrir Escape Hunt comme au tout début. En 9 ans, c'est plus du tout les mêmes efforts, les mêmes prises de risques et puis tu déploies vachement plus vite quoi. Bien sûr. Et du coup t'as pas le temps de penser à cette petite phase d'incertitude où, du coup alors peut-être que sur YouPeak tu as été salarié de YouPeek ou etc. Enfin au-delà de cette configuration, t'as jamais été en CDI dans une boîte en tant que salarié? Non. La seule fois où c'est avec toi que j'ai été dans une seule boîte en fait. Ah, quand on était en stage, ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on a fait un stage ensemble avec Tarek en école de commerce, effectivement chez l'équipementier sportif. Et ça a été ton seul... Ma seule grande expérience. J'ai fait 8 mois de stage, 6 mois plus 3 mois pour valider ton master, quoi. Le master, ouais. C'est ça. Exceptionnel. Voilà. Et après, petit stage commerciaux, tu sais, quand t'es en première année, là, t'as 3 mois, mais en gros, la vraie seule expérience d'une entreprise, c'est là-bas. Ouais. 8 mois en stage. C'est ça. C'est exceptionnel. Enfin, c'est drôle quand même de dire ça. Et par contre, c'est là que déjà j'avais décelé un début de claque, tu sais, de ce que je t'avais dit sur l'écart entre ce qu'on nous apprend et ce qui va être la réalité du marché du travail. Ouais. Je rentre en stage avec Fanny, tu te rappelles? Oui. Fanny Virgo. Ouais. Super, elle m'accueille trop bien, elle m'explique tout le truc et je prends une claque parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a à côté d'elle un gars qui a fait un BTS com et qu'elle me demande les mêmes choses qu'à lui et qu'en fait, moi, je suis incapable de les produire. Au début, elle me demande pas de réfléchir parce qu'en fait, en gros, elle a pas besoin de réfléchir. Le plan de com de l'année de Baliston, il est fait. Le marketing, qu'est-ce que moi je vais à 22 ans révolutionner le plan de marketing d'une boîte qui équipe l'AS Nancy-Lorraine et qui vend des chaussures et des produits partout dans le monde. Je suis qui moi pour... Et donc du coup, au début, tu fais de l'exécution. Et en exécution, on est nul. Donc là, elle commence à me dire, fais-moi une plaquette. Ah mais là... Oui, je vais faire ça. Putain, mais à l'époque, je regardais, même, on n'avait pas de licence, tu sais, Photoshop, tout ça, c'était payant. Je regardais un truc qui s'appelait GIMP à l'époque. J'essayais de faire des trucs, des bricolages sur Paint, mais c'était n'importe quoi. Et du coup, là, je commence à me dire, mec, en fait, t'es nul. Parce que le mec qui a fait son BTS com, il sort des trucs ultra propres. Et toi, t'es en galère parce qu'il faut déjà aller regarder des tutos ou demander à mon frère qu'il me fasse des trucs, tu vois, qu'il m'apprenne. Enfin, bref. Et du coup, la seule expérience, c'est ça. Mais du coup, à l'inverse, j'ai l'impression que t'as jamais enfin, je sais pas si tu as eu un long moment de réflexion avant de lancer YouPeak, etc. Enfin, j'ai l'impression que la façon dont tu l'expliques, pour toi, il n'y a jamais vraiment eu d'autre option que de monter un business. Alors, c'est peut-être pas vrai, mais c'est assez incroyable, quoi. Enfin, ça paraît assez évident, en fait. Tiens, une bonne idée, un truc, des gens avec qui tu t'entends bien, YouPeak. Ok, il y a des difficultés, il y aura des succès, des insuccès, etc. Mais finalement, c'est comme si alors, je sais pas si c'est du feeling ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, t'y vas, quoi. Enfin, en fait, je pense que j'ai essayé d'analyser ça avec mon côté curieux. Parce qu'en fait, depuis tout temps, j'ai jamais dit à mes parents, par exemple, que je voulais être entrepreneur, tu vois. Ouais. Mais j'ai une telle passion de comprendre les choses et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un immense monopoly, c'est un jeu de société et j'adore comprendre les règles. Et ça m'embête de voir des gens réussir parce que je me dis, eux, ils ont juste compris les règles. D'accord. Et du coup, j'ai envie un peu de me prouver que je suis capable de comprendre ces règles-là, de les appliquer, et normalement, ça devrait marcher. Tu vois, c'est à chaque fois ça qui me pousse à faire quelque chose, quoi. C'est pas tant le fait d'être mis en avant, parce qu'en plus, au début, tu vois, on n'a pas choisi un marché extrêmement médiatisé, ou tu vois, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui pourraient chacun avoir un peu sa raison d'entreprendre. Moi, je pense que foncièrement, j'ai un besoin insatiable de compréhension. Donc du coup, moi, si tu me parles d'une idée, par exemple, mon associé, il me tanne à chaque fois là-dessus. On va des fois à des clubs d'entrepreneurs. Donc à Bordeaux, il y a un club qui s'appelle Poney Club. On y va, il y a peut-être 300 entrepreneurs. Donc des fois, tu as des soirées, tu vas rencontrer 50 personnes.
Et il se fout de ma gueule à chaque fois parce qu'il me dit, mais n'y va pas, tu vas pas dormir. Et ça se passe à chaque fois. Parce que je rencontre des gars, ils m'expliquent leurs trucs. Et tu Et trouves toute ça la génial, nuit, je dis, c'est brillant. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais si je faisais ça, ah ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il le fait comme ça. Mais pour moi, ça, c'est une torture, tu vois. Parce que je sais que j'ai pas le temps de faire, tu vois, tu peux pas être partout. Maintenant, je suis jeune papa en plus, donc je t'en avais parlé, il faut quand même un certain équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, je sais que je peux pas aller sur tous les combats. Et du coup, enfin, tu dis ça et du coup, effectivement, je t'imagine plus jeune au démarrage de YouPeak. T'as peut-être déjà, j'imagine déjà à ce moment-là, 1001 idées dès que tu échanges avec quelqu'un, etc. Finalement, est-ce que YouPeak t'as pas donné de la structure finalement en éprouvant sur le terrain de passer de l'idée à l'opération? En fait, l'opération, ça se fait pas en 15 secondes et ça te permet de te focuser sur une activité et pas 40. C'est vrai. Et encore plus sur le fait qu'on a été tellement dans le chaos qu'on a été obligé de toucher à tous les éléments d'une boîte. Parce qu'en fait, on n'était pas bien structuré. Et c'était une bénédiction de pas avoir de dev, pas avoir de marketeur spécialement, pas avoir de mecs qui connaissaient la RH, parce qu'en fait, on a été obligé sur chacun des éléments mettre les mains dans le cambouis, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire ne pas être juste les mecs qui vont faire des grands plans. C'est-à-dire qu'il a fallu, quand on te parle mailing, machin, il a fallu utiliser des outils de mailing. On n'a jamais utilisé de notre vie. Donc, sur chaque pan de la boîte, il a fallu, comme tu dis, mettre les mains dans le cambouis, parce qu'en fait, pas de stagiaire, rien. Donc, en fait, il fallait le faire nous-mêmes, quoi. Donc on a appris tellement de trucs sur tous les aspects. Aujourd'hui, ça me sert trop. Donc ça t'a nourri, en fait, ce format t'a nourri. Et en même temps, ça t'a, parce qu'après, il fallait déclencher du chiffre d'affaires, ça t'a quand même focusé sur un sujet, parce que, à la limite, t'aurais pu dire, tiens, jumper d'un sujet à un autre, tu vois, de dire, bon, les gars, YouPeak, au bout d'un mois, 3 mois ou 6 mois, moi, je commence à m'intéresser à d'autres choses. Mais non, en fait, ça va te structurer et te dire, ok, je pilonne pour que ça prenne vie, en fait. Donc on a appris l'exécution, on a appris à mettre les mains dans le cambouis, et je sais maintenant que je veux plus faire certaines choses. Donc par exemple la startup, je sais que c'est pas pour moi. Je te parlais des visions. Du coup moi, monter un projet pendant des années à coup de levée de fonds pour peut-être un jour revendre, moi je sais que ça me conviendra pas, par exemple. Ok, c'est intéressant. Et donc du coup, je pense qu'aussi c'est pas anodin. Alors certes, c'est un coup de chance d'être tombé sur un game master dans un escape game, mais foncièrement le fait d'être raccordé à quelque chose de plus concret, c'est le terre-terre, c'est le commerce de base, quoi. Parce que nous, en fait, on est un escape game, c'est sexy, mais c'est un commerce, quoi. Et ça, le côté clientèle au quotidien, un point physique où il y a des flux, tu vois, c'est concret, ça se mesure. Enfin, je sais pas, moi, je pense que ça me parle plus. Ça te fait vibrer, en fait. C'est peut-être pas étonnant que chez YouPeak, finalement, sur la partie commerciale, c'est toi qui es au contact des gens. Ça faisait partie de ta... Nourrissait ta curiosité et puis ça te donnait ce côté très concret. Finalement, il y a un fil conducteur. Parce que même sur UrbanQuest, tu vois, c'est de l'application, mais c'est pour faire jouer des gens. Et tout de suite, c'est raccordé encore au divertissement, au fait que il y a des flux, il y a des gens que tu vois, tu cherches à les divertir. Donc ça, c'est vrai que au moins ça a permis d'éliminer un certain nombre de choses que qu'on pourrait faire. C'est marrant comme manière un peu intrinsèque sur ton activité YouPeak. Toi, tu vas chercher le côté la relation humaine. Là, effectivement, dans le commerce, tu es forcément dans la relation humaine. Et même quand je t'écoute, là, tu es avec un associé, tu as lancé les escapes avec un associé que tu as connu sur YouPeak. J'entends aussi que tu as créé un écosystème de gens de confiance, finalement, qui certainement te ressemble un peu sur le côté un peu terre-à-terre opérationnel. On veut voir s'appliquer, en tout cas voir vivre des choses qu'on lance concrètes. Et finalement, t'as créé ton monde, en fait. C'est sûr que il y a au moins 3 associés là qui sont communs à... Enfin, j'ai JB déjà qui est avec moi sur toutes les boîtes, déjà depuis 10 ans du coup. Bon, en soi, j'ai un seul employeur, si on devait se considérer l'un l'autre comme deux employeurs, tu vois. Donc, et mon frère qui est du coup avec nous pour UrbanQuest depuis un moment aussi avec son pote Antoine. Donc c'est notre écosystème. Il y a juste les 2 filles avec qui on s'est associés pour Rush, mais globalement notre truc n'a pas bougé là depuis qu'on est arrivé sur Bordeaux, quoi. Donc on sent que tu dis si je me trompe, mais que t'as besoin de sentir l'autre, de la confiance partagée, des valeurs partagées, et une fois que t'as ce socle émotionnel qui est posé, toi, on sent que t'avances, quoi. Alors par contre, oui, c'est sûr qu'une fois que les jalons sont posés, que je sais que là je peux entreprendre en confiance, c'est vrai qu'on
de l'extérieur, les gens trouvent qu'on va vite. Moi, je trouve pas, mais je pense. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est typique de tous les entrepreneurs. Ils pensent toujours que ça avance pas assez vite. Mais ouais, avec un peu de recul, c'est vrai qu'on a quand même bien déroulé. Ouais, c'est quand même pas mal ouais. l'histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit ton père? Alors déjà, je pense qu'il doit être super fier. Il te le dit? Ouais. Il me le dit. Il est super fier de mon frère aussi parce que pour mon frère, c'était plus dur pour lui parce que vu qu'il avait, tu sais, le prisme de réussite égale école, mon frère a eu plus de difficultés à l'école. D'accord. Non pas qu'il était pas doué, c'est juste qu'en fait, il se satisfaisait d'avoir 10 sur 20, il passait toujours récrac et il a fait un BTS, BTS NRC, donc applicatif directement sur le design. Et en fait, il s'en sort super bien aussi, tu vois. Mais du coup, c'était plus dur à analyser pour mon père parce que il pouvait pas anticiper qu'il y aurait des nouveaux métiers, UX design, développeur. Mon père, tu pouvais pas avoir ça comme coup d'après en se disant tu fais juste un bac plus 2 et t'as ça. Mais en fait, mon père était foncièrement très stressé pour nous en fait. Et je le vois vraiment, sa sévérité, c'est parce qu'en fait lui était en zone de stress. Il s'est dit attends, j'arrive là. Ça va être peut-être plus dur pour eux. Je sais pas s'il a pas voulu aussi se prémunir du fait de l'origine aussi, tu vois, avec un prénom comme Tarek, Mourad, en se disant bon, il faut au moins qu'il y ait un minimum, un socle. Ah oui, d'accord. Tu vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut pas cumuler les difficultés. Ça serait bien d'avoir 2-3 trucs dans le bagage okay. pour pouvoir y aller. Et chose que alors sur le racisme et tout, je t'en avais parlé, tu sais, un peu de ça en étant plus jeune. Le plus drôle, c'est que le premier racisme que j'ai eu et que j'ai ressenti, c'est par des musulmans au foot. Ça, c'était exceptionnel. On faisait une rencontre, les sélections districts là pour faire les sélections d'équipes de départements, régions, etc. Et en fait, vu que j'avais forcément une tête d'arabe et que je m'appelle Tarek, les mecs se sont dit lui c'est un gars comme nous entre guillemets. Ouais. En dissociant pas le fait on peut être d'origine arabe et pas forcément musulman. Bon, après ça c'est un autre débat. Ouais. Et du coup ils me voyaient manger du porc parce que mes parents par exemple ils m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Même mon père a pas dit les enfants il faut qu'ils soient musulmans donc pas de porc. Ouais. Et du coup je me suis fait appeler Jean mon beurre pendant toute une année dans mon club, tu vois. Par ces mecs-là. Hein. Ah ouais. Et juste une partie, et ces mecs-là c'était des gars de cité d'origine maghrébine et du coup pour eux j'étais à la fois pas dealer du coup parce que je mangeais du porc, donc c'était jambon beurre quoi. Ah ouais, dur quand même. Ouais. Et du coup, des fois avec des remarques de l'autre côté, mais c'était plus rare parce qu'on était dans un club aussi un peu de campagne. Donc du coup, t'es un peu, tu vois, l'hybride quoi. T'es entre les deux quoi. T'es à la fois pas qu'avec les gars du quartier parce qu'ils t'appellent jambon beurre, donc tu vois bien que tu peux pas traîner avec eux. Ouais. Donc tu vois, c'était un peu particulier. Après, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Mais après, c'est ce que tu dis, d'où aussi peut-être l'inquiétude de ton père en disant bon, faut quand même qu'il y ait les études parce qu'on va pas cumuler les difficultés parce que lui-même avait certainement connu des moments de racisme comme ça. Donc alors après, la toute première idée de Joupik d'ailleurs, c'est de faire une plateforme avec CV anonyme. Ah ouais. Ouais. Ok. Parce que moi, j'étais quand même très étonné du nombre de CV que j'ai envoyés par rapport à mes potes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Après, tu peux rien prouver. Après, il y a eu à l'époque, c'était le début des grandes études, tu sais, pour c'était quoi? C'était pas Touche pas à mon pote qui avait fait des tentatives comme ça d'envoi de CV, tu sais, anonymisé. Enfin, il y avait tout un truc. Ou alors c'était la LICRA qui avait tenté des expériences comme ça, et on commençait à en parler de ça, justement, du fait de tenter de faire des CV anonymes, parce que moi, je me suis toujours dit, est-ce qu'un recruteur va être sûr que je suis natif? Donc, je m'étais bien toujours né en France. Parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens, même inconsciemment, ils peuvent se dire juste, c'est pas une question de racisme ou quoi, c'est juste se dire, peut-être le mec, il parle pas bien français. Tu vois, c'est peut-être des fois juste ça. Et moi, j'avais 2-3 autres gars de l'école de commerce qui me disaient, franchement, on envoie plein de CV, et bizarrement, franchement, on a quand même un taux de retour qui est pas fou. Ah ouais. Alors, moi, je cumulais parce qu'au début, je voulais bosser dans le sport. Alors là, le combo, sport, à trouver un stage dans le sport, déjà il y en a pas. Plus t'as le petit Tarek en petite étoile là qui vient juste hop sur le gâteau comme ça. Donc on saura jamais, tu vois, c'est pas un truc après où je pourrais te dire je suis sûr que. Et ça par exemple quand tu commences à faire à rencontrer des investisseurs, est-ce que là dans ce monde-là tu le ressens ou absolument pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, parce que les mecs s'en foutent quoi. T'as déjà le tampon école de commerce. Ouais. Donc en fait t'es validé. Comme quand t'envoies un CV, t'as le tampon école de commerce, tu vois. Mais... Ouais, mais puis t'es pas tout seul aussi dans le game. Quoi. Dans le game, t'as tes autres associés. Ouais, ok. Puis c'est pas pareil, je trouve pour l'entreprise. Tu te vends pas toi, tu vends un projet, tu vends un déjà. produit, Ouais, ok. Ouais.
Incroyable. Mais alors, aujourd'hui, tu t'es avec le temps, on sent que tu t'es créé un écosystème quand même de ton associé, enfin des gens que tu aimes, des gens proches, des gens que tu estimes, qui te ressemblent. Tu t'es quand même créé tout un monde avec tous tes business, etc. Est-ce que toi, en tant que personne et dans l'environnement que tu as toi-même créé, est-ce que tu as trouvé ton équilibre? Ah ouais, totalement. Il y a pas, ça fait très cliché de dire ça, mais pour l'instant, il y a pas un matin où je me dis pas, ouais, j'ai pas envie de bosser. Ouais. Alors par contre, pour que ça dure, vu que c'est quand même un sacré marathon, tu vois, avec mon associé, récemment, on a décidé de limiter un peu le temps de travail. Ok. Donc on est passé à 4 jours et demi par semaine, tu vois. Parce qu'on sent que si on veut durer aussi, il faut pas qu'on tire trop sur la corde. Au début, on a été très intense. Et là, on aimerait bien travailler un peu moins, mais toujours mieux, mais un peu moins. D'accord. Donc toujours aucune difficulté à se lever parce que je kiffe trop les projets. Et puis en fait, il y en a toujours. La rush, t'es à l'orée d'un nouveau réseau de franchise potentiel. Donc c'est potentiellement aller visiter toute la France parce il va falloir ouvrir des centres, préparer les outils pour les aider. Foncièrement aussi, c'est un travail d'accompagnement, mais de faire monter des gens parce que c'est ton réseau de franchisés. Tu vas les aider à faire du business, quoi. Donc il y a plein de compétences encore à transmettre, plein d'expertise à mettre en avant, t'enrichir aussi parce qu'il y a des gens qui vont nous apprendre des choses aussi, parce qu'en plus on va bosser avec nos pairs, c'est ça que j'aime bien. Là on recrute que des gens qui ont déjà des business dans le divertissement. Là, donc c'est d'autres façons de faire, tu vois aussi. Moi quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu vas encore créer une espèce de bulle d'écosystème encore en plus avec des gens que tu vas aimer accompagner. Au vu de cet échange, ce que je vois de toi, tu vois, c'est vraiment ta singularité, ta force justement à créer le contact avec les autres et du lien. Et t'as créé quand même plein d'écosystèmes. Après, t'y mets une expertise technique, oui, bien sûr. etc., etc. Mais on sent qu'avec toi, ta force, j'ai l'impression que t'aimes transmettre, t'aimes dans le partage, t'aimes partager un projet avec les gens, et alors j'entends que parfois t'aimes prendre le lead, mais pas que, on sent que t'as une facilité aussi à laisser prendre les autres leur propre espace, et qu'il y a une forme d'équilibre que t'arrives à gérer, en fait. Tu sais, ce qui me ferait mal, c'est que si un des gens de l'écosystème là lançait un truc sans moi, par exemple. Ah, ça, parce par que contre, ça pourrait me heurter. Me faire un truc, tu vois. Pas être tout le temps celui qui va proposer des projets, mais si un jour je vois des gens de l'écosystème lancer un truc sans moi, là ça pourrait peut-être m'affecter. Sans toi, mais par contre, si par exemple ils prennent conseil chez toi, enfin avec toi. Ça peut être ça, mais c'est vraiment pas forcément s'associer avec moi, mais être un peu comme ça sur le côté, en mode parce que moi foncièrement je suis un mec, je pense j'aime les aventures. Et comme t'as dit, c'est pas forcément être d'ailleurs le leader d'aventure, mais j'aime bien. On prépare notre sac, on se dit allez, là nouvelle aventure c'est ça, et on part ensemble, quoi. Ouais. Et parce que je pense que je me verrai jamais faire un projet tout seul. C'est impossible. Ouais, on sent que c'est impossible. Pas ton truc. Impossible. Ouais. Et comme t'as dit, des fois, ça peut être des projets où je suis juste accompagnant. Tu vois, les filles de Rush, c'est elles qui ont l'idée. Nous, avec JB, quand on y va, ça nous pose aucun souci. Au contraire, on a trouvé l'idée magnifique. On n'a pas besoin aussi que ça vienne de nous. Moi, j'ai pas besoin de mettre en avant partout que c'est moi qui suis le plus brillant, le plus créatif du monde. Tu vois, moi, ça me pose aucun souci. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce qui est assez génial en t'écoutant. C'est que au tout départ, je sais pas si tu avais déjà conscience que tu avais ta force finalement et finalement ta fonction chez YouPix, ça serait celle du commercial, parce que pour aller au contact, gérer les autres humains, finalement, enfin être dans la relation humaine. Et au fil du temps, ça devient presque une évidence. T'es ok avec ça. Et effectivement, quand arrive le projet Rush, etc., par contre, t'as assez d'ego pour faire les efforts commerciaux, etc., tout en ayant une humilité et un respect de l'équilibre des forces en présence pour effectivement être clairement partie prenante d'un projet collectif et de rester à ta place tout en effectivement donnant ton avis sur d'autres sujets. Comme équilibre, c'est hyper intéressant la façon dont tu fonctionnes. Tu vois ce que je veux dire ? T'as une lucidité assez rapide dans ton parcours sur qui tu es et ce que tu es capable de faire, et surtout de digérer, et pour ensuite évoluer avec le collectif. Enfin, t'as trouvé quand même chez toi une forte capacité à mettre ta singularité au service d'un collectif, tout en te connaissant toi, et aussi en maintenant, certainement YouPix t'a aidé aussi, à mieux évaluer le collectif dans lequel tu vas créer, ou soit toi dans lequel tu vas rentrer. Ouais, bien sûr.
Ça, c'est assez fort. Et après, effectivement, ça donne, à la fin, presque. Et pourtant, je me suis fait violence sur certains aspects. Parce que étant petit, le côté bagou, aller voir des gens, mon frère, il était beaucoup plus que moi. Et moi, mes parents m'obligeaient des fois à aller dire bonjour à des gens ou aller demander du pain à la voisine, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs de ça. Moi, le contact humain, c'était pas spécifiquement... quand tu dis, YouPick, tu t'es trouvé ta vocation commerciale, il a fallu que... tu t'es fait violence. Alors. Que se faire violence. L'école de commerce aide aussi, tu sais, sur le côté... Groupe, il y a des assos, il y a des choses. Donc, en fait, Puis bon, il y a aussi des soirées, faut pas se mentir. Donc, en fait, c'est tout un contexte qui te permet de relâcher un petit peu et puis t'ouvrir un peu aux autres aussi, quoi. Mais du coup, ça, aujourd'hui, c'est plus du tout une souffrance. Non. C'est un plaisir. Ah ouais, non, c'est un plaisir. Ouais. Et aussi parce que j'ai compris qu'un bon commercial, mais ça, je l'ai compris à la fin du YouPick, c'est un mec qui écoute bien. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on a été bêtes là-dessus? À vouloir forcer, à vouloir faire montrer les bras, à savoir qu'on était meilleur que les autres, à vouloir en faire des tonnes, à vouloir expliquer ton produit dans tous les sens du terme, les features, à balancer des chiffres, à te rendre intelligent. Mais en fait, le mec, il veut juste écouter son besoin, quoi. C'est quoi ses problèmes? Et en fait, il y a même des rendez-vous quand on signait, c'était parce qu'en fait, juste pendant 1 heure, j'avais écouté le mec. Ouais. Et c'était au 2e rendez-vous qu'on parlait du produit. Il y avait même des rendez-vous à la fin, j'arrivais même presque sans ordi, quoi. Parce que tu savais que t'allais même pas ouvrir ta présentation. Le mec avait besoin que tu l'écoutes. Ouais, d'écouter, voilà. Ouais. Parce que lui, il y avait eu 15 mecs avant moi qui avaient déroulé leur plaquette. Donc, en fait, le mec, la plaquette, il peut la lire si tu lui envoies par mail, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et ça, on l'a compris, mais putain, ça a été un bel accélérateur YouPick, mais j'aurais tellement aimé savoir ça plus tôt. YouPick, ça aurait peut-être été un peu plus successful, peut-être. Ouais. Ça on ne saura jamais, mais ouais. Mais après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu arrives à mettre cette humilité, cette expérience. Moi, ça revient, ça fait écho à ton projet Rush avec finalement deux personnes que tu connaissais pas vraiment, et puis fort de tout ça, de maintenant ta compréhension de ton mode de fonctionnement, etc., façon dont tu le racontes, et on sent que ça va fonctionner parce que c'est une évidence. Ouais. Tu as appris de ça, de ton expérience YouPick, de écouter l'autre, de laisser de la place à l'autre pour partager un projet plus grand que soi. Tu vois, un peu comme dans le sport, finalement on joue tous pour le même maillot. Toi t'as clairement ça, quoi. C'est le maillot est plus fort que, en tout cas. Ouais, si on devait faire des analogies foot, moi je suis un bon numéro 6, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire exactement. que peu importe s'il faut aller marquer les buts, moi faire quelques passes décisives ou faire mon taux de tacle ou d'effort dans le match, c'est ok, quoi. Ouais, c'est ok. C'est les genres de stats qui me plaisent, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Et si les autres coéquipiers ont pris du plaisir et on a joué ensemble, etc., toi t'es content. C'est ça. Ça, c'est fort quand même. En tout cas, tu as créé un bel environnement pour justement être dans cette en tout cas, ouais, c'est sûr que maintenant, jamais de la vie, je reviendrai en arrière pour me dire un autre choix de carrière, une carrière salariée, tu vois. Pour moi, ça y est, je suis piqué à ce virus-là, c'est mort. Il y a pas de retour en arrière, quoi. Ah ouais, pourquoi tu changerais d'environnement alors que t'es si bien Ouais. Donc là, un jour, peut-être, je sais pas, la question se posera de savoir si le divertissement, est-ce qu'il y a mieux que le divertissement pour moi? Enfin, mieux que le divertissement, sûrement pour plein de gens, mais est-ce que du coup se challenger, parce qu'à un moment donné, ce sera peut-être l'envie aussi de se dire le divertissement on connaît. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes pour nous, quoi? Tu vois, je dis nous parce que par exemple moi, il y a rien d'autre que je ferais seul, je t'avais dit, et mon pote JB, il faudra que je l'embarque dans autre chose. Alors, est-ce qu'il me suivra ou pas, je sais pas, mais ouais, non mais clairement. Ouais, je t'imagine pas du tout entreprendre seul, c'est clair. Non, mais en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ouais. Franchement, c'était riche. Pour moi, t'incarnes tellement. Moi, je suis content parce que effectivement, déjà, je suis content de te retrouver. Parce déjà, c'est marrant. Après combien d'années? Parce que c'était 2009. 2009, je crois. Ouais, c'était pendant ma césure, je pense. Ouais, on était en école de commerce et je te retrouve avec ce parcours. Enfin, moi, je suis surtout très content que déjà t'incarnes ce que j'ai voulu mettre en avant avec ce podcast intitulé Hors Norme. Tu vois, pour moi, quelqu'un d'hors norme, c'est toi, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui au fil du temps arrive à trouver sa singularité, et il a un tel niveau de compréhension que finalement il arrive à le placer dans le bon écosystème, et ça fait sens, tu vois.
ça, pour moi, tu l'incarnes tellement. Donc, merci pour ça. De rien. C'est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment top. Et avec plaisir pour peut-être refaire une autre interview. Alors, j'espère peut-être pas tout de suite quand tu auras fait un autre business encore. Parce que on passe de la tech au divertissement. Qu'est-ce que... il faudrait revenir dans le recrutement pour boucler la boucle. Ah ouais, c'est ça, exactement. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci Tarek, à toi. C'était super échange. Pour ton merci temps, beaucoup. pour ton partage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, suivis. Comme d'habitude, si vous avez des questions, interrogations, je serais évidemment ravi d'y répondre. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une autre interview hors norme. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.